Nos trois invités de cette semaine n'imaginaient pas un jour briller dans la lumière. Mais la vie fait parfois bien les choses. J'ai toujours eu des accidents sympathiques. Des choses qui m'arrivent comme ça. Et moi aussi, j'ai ce truc, un peu cette philosophie, j'attends jamais rien. Et tu sais ce qui se passe, Fred? Non. Absolument rien. Nicoletta est une figure incontournable de la chanson française. Son plus grand succès, Mamie Blue, a été écrit en hommage à sa maman atteinte de maladie mentale. Elle avait l'esprit d'une petite fille dans le corps d'une jeune femme. Vers 7-8 ans, je devais me bagarrer contre les garçons parce qu'ils se fichaient de ma mère. Hein. Donc moi, je bois. Alexandre Kominek est un jeune humoriste en pleine ascension. Sa marque de fabrique, un humour cash et provocateur. C'est marrant d'arriver sur scène en disant un truc qui est inavouable, parce que les gens ils vont dire non mais moi la gloire, les femmes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mon œil. Mathieu Lartaud, grand journaliste sportif et présentateur phare des JO, voit son rêve de rugbyman se briser à 16 ans, foudroyé par un cancer. Et le chirurgien me dit on vous enlève tout le genou, en bloc. Et donc là, le monde s'écroule pour moi parce que je vais avoir une jambe quasi raide, je vais plus pouvoir pratiquer le rugby évidemment, mais même des activités sportives basiques, ça va être très très difficile. Donc le tableau, à ce moment-là, est très noir, très très noir. Cette semaine encore, nos trois invités se dévoilent le temps d'un dimanche à la campagne. Oh baby, baby foot, oh baby foot, baby. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Bonjour. Mathieu, enchanté. Vous allez bien? Très bien, merci. Là, il est mort, le soleil, hein, je crois. Oh, ça fait plusieurs temps déjà, oui. On m'en veut. J'y suis pour rien. Bonjour. 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 Enchanté, Alexandre. Enchanté, Mathieu. Ça va? Ravi, oui, un peu surpris d'être là parmi vous. Bonjour Nicoletta, comment Vous ça va? êtes de Genève. Je suis de Genève. J'ai habité 8 ans à Genève. Ah, ça va nous faire un petit lien de connexion. J'adore cette ville. Ah bah, vous savez quoi, je vous adore déjà. Oh, Je vous aimais déjà énormément, mais là, je vous adore encore plus. Vous allez encore à Genève, oui. Oui, j'en reviens. J'étais en tournée, là. Je suis en tournée en Suisse avec le spectacle Oh, ils actuellement. sont sympas, les spectacles. Ouais. Moi, j'adore aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Bonjour. Merci d'être là. Mais merci à vous. À toi, je sais pas, on Ça fait va quoi? On se tutoie, on se ouvre. On est heureux d'être là. Bienvenue. Est-ce que vous avez été déjà rencontrés tous les trois dans la vraie vie? Jamais. Non, c'est la première fois. Ouais. Bon, moi, je suis très très content de vous avoir parce qu'évidemment, c'est trois univers très différents, Mmh. trois générations différentes. Nicoletta, c'est vrai que vous êtes une icône de la chanson française. Bah Ça oui. vous va comme formule? Oh ben oui, oh, Hein vous avez... Tout est icône maintenant. Pas tout. 60 ans de carrière, 45 millions de disques vendus. Oh, moi j'en étais à 40, mais enfin si vous aimez. On n'est plus à 5 millions Allez. près. Hein? Et puis, des chansons qui ont traversé l'Atlantique. C'est-à-dire que Ray Charles, en personne, est venu vous demander de pouvoir adapter une de vos chansons. C'était Il est mort le soleil. Oui, c'est le cas de le dire, on disait. Ouais, C'est bien mort. Et vous cachez votre âge ou vous le dites Oh aujourd'hui? non, moi j'ai 80 balais, je suis très contente. Voilà, Ça va on est très tous- bien. on est tous scotchés. Écoutez, c'est un privilège que d'avoir Ben oui. l'âge. On Faut pas espère, se plaindre. on espère tous Mais être en par forme contre, comme il ne vous. faut pas penser à l'avenir. Moi, mon avenir, il est sur 8 jours de vie. Sinon, je vis dans l'instant présent. On va parler du présent et on va quand même raconter l'histoire de cette petite fille que vous étiez, qui a eu une enfance pas comme les autres. C'est Oui, rien de le difficile, dire. oui. Hein Surprenante, dirais-je. Surprenante, voilà, c'est le vocabulaire que vous avez choisi. Merci d'être là, merci beaucoup. Oui, je suis très contente. Merci beaucoup de m'avoir Merci à vous. invité. Mathieu Lartaud, Frédéric. vous êtes le monsieur rugby de France Télévisions. Vous présentez l'émission de sport phare de la télévision française, pas juste du service public. Qui va fêter ses 50 ans. Stade 2, ça paraît incroyable. Ouais. Et puis vous avez choisi de partager des choses très personnelles. On n'ampute pas le cœur, c'est le titre de votre livre, parce que vous avez choisi de partager
ces épreuves qui peut-être pourront aider d'autres personnes. J'imagine que c'est ça votre moteur. C'est pour ça que je l'ai fait, oui. Donc vous parlez du cancer, de l'amputation, des prothèses, de la reconstruction et de ce pari incroyable, c'est que vous étiez promis de commenter le championnat du monde de rugby 2 mois après l'opération. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. J'ai été amputé le 16 juin 2023 et il y avait en ligne de mire cette Coupe du Monde en France de rugby et ça a été un formidable moteur pour moi dans ma reconstruction. Et je me suis rendu compte très rapidement que ça a été vertueux parce que ça aidait des gens. Et moi, ça m'aidait, ça me donnait de la force de recevoir le Notre soutien humanité du public. commune, en fait. Exactement. Alexandre Cominec, je suis très heureux de vous recevoir. Moi vous êtes aussi. comédien, vous êtes humoriste. J'ai eu la chance de vous voir sur scène. J'ai l'impression que c'est pas la même personne qui est en face de moi. Oui, plus sage. Voilà, là, Et vous êtes... plus calme devant les 2 personnalités avec qui je me tiens ici. Et donc vraiment j'admire le parcours des 2 personnes, donc je me dis un peu qu'est-ce que je fous là. Je ne cache pas Frédéric Vous avez Lopez. plein de choses à raconter. Vous avez plein de choses à raconter. Mais c'est vrai que sur scène, c'est assez fascinant. Vous incarnez ces personnages complètement dingues, assez trash, c'est assez cru, mais c'est délicatement provoquant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autodérision. Et on se demande comment on arrive à avoir ce sens de la vanne en soi. Et au fond, vous racontez que c'est dès l'enfance que vous avez affûté votre sens de la vanne. Oui, c'est comme ça je pense que chaque humoriste se base aussi, et même un artiste a besoin de cicatrices, entre guillemets, pour essayer de se dépasser et de créer quelque chose. C'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre. Finalement, les destins, ça se joue souvent à pas grand-chose. Et moi, je suis ravi que vous soyez là. Et puis, évidemment, j'ai une seule question là, qui me traverse l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sur qui je peux compter, en vrai? Alors, Ça va être difficile, je sais pas cuisiner. Mais pas du tout. J'ai horreur. moi, je peux m'occuper Ah d'une ouais. entrée, si vous voulez. Ouais. Ah bah super. On Je vais fait faire un rentrer. petit... Alors, il faut que tout le monde aime, évidemment. Hein. Un petit combiné chèvre-betterave avec un petit éclat de noisette. Ça vous verrait? Magnifique. Pas mal. Et on enchaîne alors avec un petit risotto aux champignons, je pense fédérateur, Ah et ouais, réconfortant avec ce temps. Parce que moi, pour le coup, j'adore cuisiner. Ah, Ouais. Parce que si j'avais On est une arme sauvés. avec les filles, c'était le rire, et si ça marchait pas, bon, bah, La bouffe. c'était la bouffe. Ça marche aussi, la cuisine. Et ça marche. Ah oui, évidemment que ça marche. Mais moi, ce que je propose, c'est de peut-être découvrir vos chambres. Ouais. Et puis après, on va se retrouver. Je sais que la phrase D'accord. paraît bizarre comme ça. On va se retrouver dans la grange. D'accord. Ça vous va? Très bien. Super. très Bon, bien. on y va. Parfait. Allez. C'est pas mal, toi. T'as pris le... C'est magique. Tu voyages léger. Michael Jordan. Oh là là, c'est festif ici, dis donc. Elvis, mon préféré, Ah. mon chouchou. L'amour de ma vie, quand j'avais 15 ans, j'étais folle d'Elvis. Il mettait des trucs en cuir, des pantalons et des blousons de cuir. Ah. Oh, mais il était quand même beau, hein. C'était magnifique. Oh, merci beaucoup. Bon, comment vous sentez là? Ça va? Très bien. Oui, c'est un peu... Waouh, un peu... C'est sympa. Nicoletta, je vous propose de regarder une photo de vous quand vous étiez enfant. Imaginez qu'on puisse retourner en arrière, Ouais. dans le passé, et que vous pouvez souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire. Vous lui diriez quoi? Oh, je lui dirais qu'elle s'angoisse pas, que ça se passera très bien. Ça va bien se passer? Ah oui, pas de problème. Vous avez grandi où? En Savoie? J'ai grandi dans un village. Ma grand-mère avait des terres et son jardin où elle cultivait ses légumes. Alors, Et elle parlez- travaillait à l'usine. Alors, vous parlez de votre grand-mère, est-ce qu'on peut dire un mot sur vos parents? Mes parents, moi, j'en avais pas. Ma mère avait des problèmes de santé mentale. Enfin, mentale, elle était tellement gentille. Je dirais qu'elle était ce qu'on appelle une débile mentale. Elle avait l'esprit d'une petite fille dans le corps d'une jeune femme. Alors, résultat, elle devait jouer au docteur dans les granges du village avec le fils du voisin. C'était la maison d'en face. Et puis, je suis né 9 mois plus tard, au mois d'avril. Et ma grand-mère m'a gardée, elle est devenue ma tutrice. Et ma maman, elle a fait ce qu'elle a pu. J'étais un peu sa poupée. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé ma mère, parce que les gens comme elle, ça n'a pas de malice. J'ai toujours pensé que ma mère était un ange. À quel moment vous avez compris que votre maman était différente de celle des autres? À cause des autres enfants. Et vers 7-8 ans, je devais me bagarrer contre les garçons parce qu'ils se fichaient de ma mère. Hein, et je la protégeais, quoi. Et j'ai dû m'armer de bonheur hein, contre l'adversité. Mais quand on a une maman comme ça et qu'on comprend, qu'on évolue dans la vie, on a envie de lui donner de son savoir. Quand arrivaient les fêtes de Noël, ça m'énervait qu'elle ne sache pas lire et qu'elle ne sache pas écrire. Je me mettais avec elle sur une table, je prenais des cahiers,
Et je prenais les cartes postales, je faisais faire Vous les avez fait lettres à sa famille l'institutrice. pour les vœux. Elle recopiait ce que j'écrivais, j'ai passé l'après-midi. C'était important et j'étais très heureuse de ça. Vous chantez quand même très jeune, c'est à la chorale de l'église? Ouais, C'est c'est là là que que vous j'ai chantez 8 ans. C'est vous choisissez d'y aller? Oui, parce que le curé a remarqué que j'avais une voix et je faisais des petits solos de temps en temps. Et c'était merveilleux parce qu'il y avait tout le village. Mais quand vous chantez à la chorale, est-ce que là, ça vous traverse l'esprit de vous dire, Oh, ah, jamais, j'ai jamais peut-être je voulu serai être chanteuse? Non, parce que je croyais que le bon Dieu avait donné à tout le monde le talent de chanter une voix, puisque tout le monde chantait. C'est que lorsque je suis allée au collège à la ville que je me suis rendu compte qu'il y avait des copines qui chantaient comme des tarés. Quoi. J'ai dit, ah ben non, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Mais jamais j'en ai voulu faire métier. Ça m'est arrivé beaucoup plus tard quand je suis arrivée à Paris. Vous vouliez faire du dessin. Ouais. La directrice du foyer où j'étais, elle m'a inscrit aux Beaux-Arts à Lyon et une fois par semaine, j'allais en cours d'académie. Et c'est là que j'ai vu la première fois des hommes tout nus. Et alors? Qui posait? Qu'est-ce qu'on a rigolé. Parce qu'ils étaient pas jolis. Il y avait des gros, il y avait des maigres. Oh là là, on tendait nos crayons. Les crayons, c'est pourquoi? C'est pour les mensurations? D'accord. Quel genre d'adolescence est-ce que vous êtes? Quel caractère vous avez à ce moment-là? Après cette enfance si Un particulière? caractère très joyeux. J'estime que si on rigole pas à un moment donné dans la journée, c'est grave. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes en train de faire du dessin, vous avez envie d'être styliste, et votre projet de vie, c'est quoi, du coup, à ce moment-là? J'ai dû être modéliste, designer, mais j'avais la furie de la musique et de danser. J'aimais bien aller dans les discothèques. J'avais 15 ans, 16 ans. J'étais en avance pour ça. J'ai même passé, ça va le faire rire, des frontières. Il fallait avoir 21 ans. Une autorisation parentale pour passer la frontière, pour aller en Suisse. Ouais. J'allais dans les discothèques avec mes copains qui avaient 18 ans, 20 ans. Je passais la frontière dans les... Dans le coffre? Oui. Ah ouais, Il j'en a étais tout sûr. compris. Dans le coffre. Mais au moins, c'était rigolo. Et on a écouté du jazz. J'ai découvert le gospel à Genève, parce que Genève est une ville calviniste et ils connaissent le gospel. J'ai découvert cette musique à ce moment-là. C'est fascinant. Alors déjà, on apprend que Nicoletta était une énorme clubeuse, en fait. Ah, je regrette rien. Non, mais c'est merveilleux. On faisait 5 clubs par nuit. Hein. Non, mais là, Oh, ouais. sur le premier... Et on on est finissait à des- l'époque au buffet de la gare à Genève. Et donc, ce qui est fou, c'est que vous démarrez ces études de stylisme, mais finalement, ça va s'arrêter assez vite, justement parce que vous avez trop envie de faire la fête, trop envie de vous amuser. On m'a renvoyé. Je n'osais pas le dire, j'attendais que vous le disiez. On m'a renvoyé, comme on m'a renvoyé du collège d'Annecy, du collège d'Évian. Et à quel moment vous décidez d'aller à Paris? J'ai travaillé dans une station de Châtel. Je mettais les disques, je servais des fondus, je servais le café, je faisais tout. Et je suis parti à Cannes au moment du festival. Je voulais voir les stars. Je suis parti avec une copine en stop. Et on mangeait des pampagnas, on dormait dans des cabines de plage. C'était pas surveillé comme maintenant. Et j'ai rencontré Hervé Villard. Il venait d'enregistrer Capri, c'est fini. Et il avait du succès. Et il était adorable, on est devenus très copains. Mais il aimait bien sortir et rigoler, alors on a bien rigolé. Et viens à Paris, il me dit. Oh non, Paris, tu sais. Il vient à Paris pour devenir chanteuse. Il dit viens à Non, Paris. pas du tout. Il n'en est pas question. Viens à Paris, viens vivre à Paris. Il m'a hébergé d'ailleurs. Et j'ai fait la discothèque du King's Club pour travailler. Il fallait que je gagne ma vie. Je mettais les disques. J'étais DJ. Et voilà, je faisais danser les gens sur la piste. Et il m'a dit, écoute, fais des auditions. Il y a des auditions une fois par mois. Pourquoi? Avec la voix que tu as, tu chantes sur tous les disques que tu mets. Vas-y. Oh non. Pourquoi non? Mais c'était l'époque du yéyé. Moi, j'aimais Elvis Presley, j'aimais Ray Charles, j'aimais Ella Fitzgerald, j'aimais les vrais disques, j'aimais la vraie musique. Je comprenais pas trop les yéyés. C'était pas ma cam. Alors moi, je propose qu'on s'arrête là dans le récit, ça crée un petit suspense. Et on a se déjà demande comment l'impression c'est... qu'elle a eu 1001 vies. C'est incroyable, hein. C'est fou. C'est hallucinant, la richesse du récit, tout ce que vous avez connu en aussi peu de temps. Alors peut-être que la relation aussi à votre mère vous a donné une maturité peut-être plus tôt que Vous aviez les autres l'impression de enfants. ça, d'être déjà une vieille âme, comme on dit? Oui, ma grand-mère, elle n'a pas vu d'inconvénient à ce que je parte à Paris, parce que j'avais déjà une force de caractère. D'ailleurs, à mes débuts, j'étais un petit peu méfiante. Ce milieu me plaisait pas beaucoup, le milieu du show business, parce que j'ai travaillé la nuit et j'étais fréquentée. Je les voyais vivre en tant que client.
Et les chants de la nuit sont spéciaux. Hein, C'est-à-dire quand même. Eh ben, à partir de 2h du matin, il n'y a plus que des ringards. Souvent à cette heure-là que je débarque en boîte. On apprend des choses en travaillant la nuit. Il y a que des mythomanes, ringards, ils sont tous oui, formidables, ils sont tous, mais c'est tout du vent. C'est un paradis artificiel à partir de 2h du matin. On apprend beaucoup de choses. C'est incroyable. Et justement, on va s'arrêter là parce qu'on va voir comment cette jeune fille qui grandit dans ces conditions si particulières, qui va s'émanciper, qui est toujours prête à faire plein de jobs et tout, va devenir une chanteuse populaire. On se demande bien, là, à cet instant passé, comment ça s'est passé. Et je propose qu'on raconte ça un peu plus tard, si vous êtes d'accord. Alexandre Kominec, je propose de regarder cette photo de vous enfant. Si on pouvait revenir en arrière, dans le passé, comme par magie, vous lui diriez quoi? Je lui dirais que c'est bien d'écouter les gens par moment, quand c'est important. Mais n'oublie pas de t'écouter toi. Parce que, en fait, j'ai eu tellement de pression, je pense, d'un point de vue monoparental. Parce que j'avais une mère artiste peintre qui n'a jamais pu et ni eu la chance de pouvoir exercer son art, puisqu'elle a consacré sa vie à mon éducation. Et qui avait tellement peur que je me lance là-dedans. Dans un truc artistique? Qui a fait que, même si on n'en parlait pas vraiment, il y avait cette pression de déjà faire des diplômes, faire quelque chose de sérieux, entre guillemets, parce qu'on ne considère pas l'art comme quelque chose de sérieux. Ou de concret. C'est ça. Pour qu'on comprenne où vous avez grandi. Donc ça se passe en Suisse, Ouais, à Genève. à Genève. J'ai failli dire Genève. J'ai failli dire Genève. Ouais. Et donc, du coup, vous connaissez votre papa quand vous êtes enfant? Oui, alors je grandis pas avec lui, mais c'est particulier, parce que c'est quelqu'un que je vois peut-être une fois par année, et à la va-vite, quoi. Votre maman est d'origine polonaise, catholique polonaise. Et papa juif tunisien, ouais. Et ils n'ont pas la même manière de considérer l'enfant. Ma mère vient d'une éducation très stricte et elle a eu une enfance, elle, pour le coup, très difficile en Pologne parce qu'elle était un peu rejetée par la famille, c'est clairement le cas de le dire. Donc c'est très bizarre parce qu'enfant, je manquais de rien, mais l'amour au sens propre, c'est-à-dire se dire je t'aime, se serrer dans les bras, j'ai jamais connu. Et du côté de votre père, quand vous le voyez, là, vous êtes un peu l'enfant roi? On a papa qui arrive et puis papa, il vient, en fait, il vous sort et on va aller dans un magasin de jouets et il va te dire prends ce que tu veux. Puis en fait, moi, je revenais avec des sacs de jouets à la maison avec mon père, je me rappelle, et ma mère engueulait mon père. Ouais. Je comprenais pas parce que je me disais mais papa, il est sympa. En fait, papa, il est sympa 24 heures. Quoi. Il donne ça, mais papa, il verse pas forcément la pension, il paye pas ça, il demande pas forcément si ou. Pardon, c'est un peu. Pardon de quoi? Non, c'est-à-dire que je cherche mes mots et je suis un peu émotif. Et en même temps, il y a cette culture qui est complètement schizophrène. C'est que d'un côté, j'ai la froideur polonaise et de l'autre, quand je vois mes grands-parents tunisiens, je suis l'être élu parce que je suis le dernier enfant de mon père et je reçois un amour inconditionnel. Donc c'était compliqué, ouais. À quel moment le cinéma vous passionne dans votre enfance? Petit, parce que je passe du temps devant la télé à regarder des cassettes. Ma mère avait beaucoup de cassettes, de films de western, etc. Et j'adorais déjà. En fait, à chaque fois que je regardais des films, je demandais les mêmes costumes à ma mère. Et vous savez ce qui vous plaisait dans cet écran? Un monde qui n'était pas le mien. C'était le moyen de, l'espace d'un instant, vivre ce que j'aurais rêvé de vivre, ou ce que je ne vis pas au quotidien. Ouais. Et ça vous traverse l'esprit de vous dire moi plus tard je ferai des films? Ah oui. Ah, moi j'adore. Ah ouais, moi j'étais là. À quel moment ça commence mais petit. Et ma mère adorait ça. En plus, elle adorait cette idée, quoi. Et elle adorait le fait que je me déguise, elle adorait le fait que... surtout, j'ai été sa première poupée, parce que comme je pense qu'elle aurait rêvé d'avoir une fille, très jeune, je pense que j'ai été la plus jeune drague de Suisse. Vraiment, à l'âge de partir de 5 ans, 6 ans, et j'adorais ça. Au fond, vous aimez ces films. Vous vous dites, moi peut-être je ferai des films un jour, votre mère a l'air de trouver ça sympa, et pourtant vous allez enfouir ce rêve. Oui, parce qu'à un moment donné, on se dit que c'est pas possible et qu'on n'est pas légitime de le faire. Enfin, le chemin nous paraît impossible, et puis on se dit que si ces gens-là font ça, c'est parce que c'est comme des élus. C'est comme là, je vois cette cassette d'Elikaku. Elikaku, c'est lui aussi, par les costumes, par l'humour, et qui me rappelait ma grand-mère avec Madame Sarfati. Je me disais, lui, c'est normal parce que c'est Elikaku. Je me disais pas que moi, je pouvais le faire. Et enfant, encore, on a ce truc de... On vit dans un côté idylle, inatteignable. C'est ça. Quand vous êtes enfant à l'école, comment ça se passe? Est-ce que c'est un endroit où vous vous sentez bien? Je me sens bien parce que comme j'ai pas d'autres enfants à la maison,
c'est le moment où je commence à me construire ma vraie famille, quoi, pour moi, mes copains. Donc c'est vrai que ma famille est composée de Portugais, de Turcs, d'Albanais, de Camerounais, d'Espagnols. Et vous diriez que c'était une enfance heureuse, Oui. et à l'âge de 11 ans, c'est ça, vous prenez du poids? C'est vers 11 ans? Ouais, c'est marrant ça. C'est marrant. Non, c'est marrant parce qu'en fait, en primaire, j'ai été un des plus beaux de l'école. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en un été, j'ai genre explosé, quoi. Je suis revenu, même mes copains me reconnaissaient plus. Et là, j'ai un basculement total parce que du plus beau, je suis plus beau, je suis le plus gros. En plus, on arrive pile dans une période où là, c'est là où les gamins sont le plus durs. Et c'est là où je pense que j'ai vraiment commencé à faire des blagues. Ce réflexe et cet instinct de survie de Van, vous l'avez tout de suite ou il y a un petit moment de sidération? Non, je l'ai très jeune parce qu'il faut que je comprenne aussi ce qui se passe aussi à la maison. Je pense qu'en fait, quand on n'a pas cet amour dont je parlais avant, on va le chercher dans l'approbation et le regard des autres. Et surtout chez les adultes. Moi, je me rappelle de ces moments où, pour la première fois de ma vie, je faisais rire des adultes. Quand on est enfant, on se sent super puissant. Et le lycée, comment ça se passe pour vous? J'ai la sensation que c'était pas votre endroit. Ah ouais, complètement bête. En fait, je ne comprends pas pourquoi on m'inflige ça. Je comprends pas pourquoi je dois apprendre ça par cœur. Après, quand je me suis fait virer et que j'ai vu ma mère dans tous ses états, j'ai pris une gifle parce que s'il y avait bien une personne à qui je devais rendre mes comptes, c'était ma mère et la rendre fière avec ce bac. Donc je me suis retapé une année, j'ai fermé ma gueule et puis... Mais c'était horrible. Horrible. Après le bac, vous faites quoi? Après le bac, j'ai pris une année pour travailler pour de vrai. Donc j'ai fait un peu de vente. Après, j'ai travaillé sur un chantier, j'ai fait d'électricien. Je faisais le travail le plus casse-couille au monde. C'est ces personnes qui vous arrêtent dans la rue pour te dire est-ce que tu as 2 minutes pour sauver les enfants qui meurent en Afrique? Ça, c'est intéressant parce que ça vous fait travailler la tchatch, la mythomanie, exactement. Ouais, c'est fou ce que j'ai pu me dire comme connerie, mais c'était très bien payé en plus en Suisse. Donc, mais à l'époque, si je vous avais croisé, à ce moment-là, vous étiez en train de travailler pour les associations, pour les organisations humanitaires. Si je vous avais demandé, mais ça va être quoi votre vie plus tard? Vous auriez répondu quoi à ce moment-là? J'étais perdu. Donc, j'aurais pas pu vous dire. Jusqu'à arriver à la fac, quoi, où je me suis inscrit en droit. C'était le droit, oui, le droit, il y a ça, je pensais pas pour rien, c'est marrant parce que, voilà, l'avocat du diable, en fait, moi, je vois ce film, je me dis, ouais, avocat, c'est la classe. Mais en fait, en vrai, ce que je veux, c'est pas faire avocat. Ce que je veux, c'est être Al Pacino ou Keanu Reeves. Mais c'est en commençant le droit que je réalise ça. C'est-à-dire? Moi, je me dis, mais je suis un malade. Moi, déjà, qui luttais pour ne pas apprendre 20 théorèmes par cœur, là, j'ai je sais pas combien de pages jaunies par le temps du code civil et pénal à comprendre, mais je suis un fou. Et là, je m'inscris au cours Florent, en classe libre. Et je me fais refouler. À la classe libre du cours Florent? Ouais. Et là, je me fais, ouais, parce que je me dis, allez, c'est le moment d'être acteur. Et je me dis, le seul C'est quoi moyen... le déclic? Comment on passe d'inaccessible à je vais tenter? Parce que, en fait, j'ai eu un truc où je vois tous ces gens qui révisent. Puis dans ce silence de bibliothèque, alors que j'ai qu'une envie, en vrai, c'est exploser sur scène. Je me dis, non, c'est pas pour moi. Et là, je dis tout à ma mère. Je dis, là, je te dis tout de suite, j'arrête tout. Ça sort. Machin, ça sort. Sauf qu'après, je suis rattrapé par l'échec de rentrer au cours Florent. Alors moi, je propose qu'on s'arrête là pour comprendre un peu ce qui s'est passé, parce que moi, je vous ai vu sur scène, vous êtes à votre place, c'est une évidence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez enfin à votre place? Puisqu'au moment où vous avouez enfin votre rêve, l'école du cours Florent vous refuse, et on reviendra dans le détail de pourquoi, parce que ça me paraît fou, en fait, aujourd'hui. Ouais. Mathieu, je propose de regarder une photo de vous quand vous étiez enfant. Oui. Et je vous pose la même question. Ce petit gamin, si vous aviez la possibilité de retourner en arrière dans le passé et de lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de son histoire, vous lui diriez quoi? Je lui dis de profiter pleinement de ces moments, de ces moments-là, où tout paraît finalement simple, quoi. Alors pour qu'on comprenne un peu, vous grandissez à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. C'est ça, ouais. Vos parents font quoi? Ma maman, à cette époque-là, est institutrice. Elle deviendra ensuite directrice d'école, donc en zone d'éducation prioritaire, Mantes-la-Jolie. Et mon papa, il travaille à l'usine, et en fait, il va gravir les échelons petit à petit pour finir, des années plus tard, directeur grand compte. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il s'est vraiment fait tout seul, quoi. Un cadre aimant, avec une enfance très, très joyeuse. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes le monsieur rugby de France Télévisions, mais au fond, votre premier souvenir d'enfant est lié au rugby. Ouais.
J'ai 3 ans et en fait, je suis dans les jupons de ma mère et je vais voir mon papa qui est en train de jouer au rugby et c'est le super-héros, quoi. Il dégage quelque chose, voilà, de puissant, de beau. Moi, c'est mes premiers moments avec cette discipline qui va me marquer et qui va évidemment conditionner beaucoup de choses par la suite dans mon parcours professionnel. Et à partir du moment où j'ai mis les pieds sur un terrain de rugby, que je regardais mon père et que j'ai commencé à jouer dans la boue avec les copains, c'est comme si c'était évident que je n'en sortirais plus jamais, quoi. Quel besoin ça remplit de jouer au rugby, en fait? La fraternité, la camaraderie, la connerie aussi, parce que voilà, à cet âge-là, on y va aussi pour déconner un peu avec les copains, se chambrer. Moi, j'ai la tchatche, je suis un peu... C'est ça, quel genre de gamin vous êtes? Je suis un gamin très à l'aise. Je suis un enfant, un hâbleur, quoi, et qui aime bien les challenger un peu dans pas mal de domaines, tout le monde. Mais vers 16 ans, du coup, vous intégrez un sport-études? En fait, donc je joue au rugby et puis j'ai le sport-études Lacanal à Sceaux, qui est le seul sport-études rugby d'Île-de-France, qui m'envoie une convocation en me disant si vous voulez à la rentrée, on vous prend en sport-études avec nous. Vous ressentez quoi quand vous recevez ça? Je ressens de la fierté. J'en avais pas fait forcément un grade ou un objectif, mais c'était la continuité un petit peu de mon parcours. Et c'était quoi votre moteur à ce moment-là? Moi, j'avais besoin de ressentir des émotions et j'étais un gros compétiteur. Ma relation avec mon père, par exemple, je le défiais quasiment tous les jours. On avait une table de ping-pong à la cave. J'allais le chercher parce que je voulais le battre au ping-pong. Le week-end, on allait sur les terrains de tennis, je voulais le battre au tennis. Donc votre moteur, c'était de battre le père? C'était, ouais, en tout cas de le challenger. Et là, vous avez 16 ans, c'est ça? Et là, la vie va vous mettre à l'épreuve. Oui. En fait, match de rugby, blessure très classique. Je suis en défense et j'ai un joueur qui me tombe sur la jambe en porte-à-faux. Et là, une douleur, je suis obligé de quitter le terrain. Et on pense que c'est une banale entorse du genou, un problème de ligament. Et en fait, on va me trouver une tumeur, un synovialosarcome. Alors, cette blessure, elle intervient à l'âge de 16 ans. Au moment où je suis censé, à la fin de l'année, intégrer le sport-études. En plus, c'est un cancer assez rare, celui-là. Extrêmement rare. Moi, on me le diagnostique, on est en 1997, il y a 15 cas en France. Et on va mettre un certain temps à poser ce diagnostic. Parce qu'en réalité, après ce choc, le chirurgien qui m'opère me dit dans 10-15 jours, vous allez pouvoir commencer à recourir. J'essaye de recourir, j'ai des douleurs terribles, j'y parviens pas. Et en fait, le kyste n'était pas parti, la masse était toujours là. Et donc là, je repasse sur le billard et la biopsie révèle le synovialosarcome. Et là, c'est un choc parce qu'il vous annonce qu'il a commis une erreur, bien malgré lui. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû toucher à cette tumeur. Ou en tout cas pas comme il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a enlevé la tumeur. En enlevant la tumeur sans précaution, il y a des cellules cancéreuses qui ont pu se disséminer un petit peu partout. Et donc là, ça devient très très problématique, très urgent. L'après-midi, on est reçu à la Pitié-Salpêtrière et le chirurgien me dit on vous enlève tout le genou en bloc. Et donc là, le monde s'écroule pour moi parce que je vais plus avoir de genoux, que ma mobilité va être... On va vous mettre une prothèse? Une prothèse massive de reconstruction. C'est pas les prothèses qu'on met aux personnes âgées qui ont des problèmes d'articulation. Là, c'est une prothèse qui va du tibia au fémur. Il va falloir me retirer 10 cm de fémur parce qu'il faut prendre des précautions, il faut couper haut. Donc là, je rentre dans quelque chose qui va m'handicaper et qui remet complètement en question tout ce que je me suis imaginé et la projection que j'avais sur mon avenir. Je vais avoir une jambe quasi raide, je vais plus pouvoir pratiquer le rugby évidemment, mais même des activités sportives basiques, ça va être très très difficile. Donc le tableau, à ce moment-là, est très noir, très très noir. Alexandre? Ce que je trouve... ce que je trouve impressionnant, c'est... J'ai à un moment donné, je m'imaginais, moi, à l'âge de 15 ans, bête comme je pouvais être à certains moments, apprendre une nouvelle pareille. Comment j'aurais pu réagir? Est-ce que j'aurais eu un truc de tout est foutu? Et alors que j'avais pas
l'ambition de devenir sportif. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui s'est fait faucher par la vie, quoi. On peut pas savoir. Parfois, on se rend compte de choses qu'on n'aurait peut-être même pas soupçonnées. On a des ressources presque insoupçonnables tant qu'on n'est pas confronté à ça. Ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que ça a été 2 ans et demi d'hospitalisation, au fond, de rapport avec la médecine. Entre le moment où on me pose le diagnostic et le moment où je sors de ce long tunnel, il s'est passé 2 ans et demi avec donc 4 opérations, 40 séances de radiothérapie, une chimiothérapie, 4 mois en service septique. Et donc ce sentiment d'injustice, il est très très fort. Mais très rapidement, je vais relativiser les choses en me disant c'est un coup du sort, c'est un coup du destin, mais regarde autour de toi et c'est comme ça que je vais appréhender la vie ensuite, à observer et à voir qu'il y a toujours pire que soi. J'ai souffert de certains manques, mais souffrir comme il a souffert, il faut le faire. C'est très courageux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'évidemment, on verra comment vous allez trouver une autre voie pour vous, là où vous allez performer finalement, parce que vous êtes un performeur, et puis de savoir que vous n'êtes pas si loin du rugby pour le coup. Ouais. C'est fascinant quand même d'imaginer ça malgré tout ça. Merci beaucoup en tout cas de nous raconter ça. Merci à vous. Et moi je propose d'aller se changer les idées. D'accord. Et peut-être comme il y a des esprits de compétition par ici, et là ça m'étonnerait pas non plus, un petit jeu. Ah ouais. Un petit jeu ensemble. Avec plaisir. D'accord. Allez, on va voir quel est le jeu. Bon, ça va? Oui, très bien. Mais mots dos sont rien du tout, à côté de ce que vous avez vécu. Zut. Il n'y a pas de hiérarchie dans comparaison. Non. Il n'y a pas de comparaison. Non, vraiment pas. Donc on fait un petit Pictionary, un petit dessiner c'est gagné. Ouais. En équipe, tous les deux. Vous savez dessiner un peu, hein? Super. On fait un Enfin, tu binôme, pars avec voilà. un gros avantage. Ouais. Oui. Quand même quelqu'un là. Nous, on est nuls tous les deux, mais je sais pas pourquoi je sens qu'on va gagner. C'est la Suisse qui commence. Allez. Ouais, allons-y. En fait, on va choisir les catégories d'expression. Et voilà, super. Donc quand vous devinez, c'est pour votre équipe, et quand on devine, c'est pour nous. Ah, on Ok? peut jouer aussi nous. Ouais, D'accord. allez. Ok. Ok. C'est parti? Ouais. Le soleil. Un rendez-vous avec la lune. Il n'est pas mort. Un coucher de soleil, bronzer. Bronzer. Se faire dorer la pilule. Un coup de soleil, attraper un coup de soleil. Bravo. soleil. Oh là, ils sont forts. Eh ben, magnifique. Un point pour nous, c'est à vous d'y aller. Ok. Bravo, bravo. J'hésitais entre ça et dessiner Richard là-bas. Cochiante. Ah, Non, ok. c'est Non, bien, c'est ça, c'est bien. Mais je pense que c'était plus facile de dessiner un soleil que Richard Cochiante. Ah. Attention, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Même si je suis très mauvais. C'était la lune, on l'a reconnu, un petit croissant. Ah, la lune. J'ai demandé à la lune. Mon ami Pierrot. Mais vous avez déjà joué tous à ça. Il y en a ici, Fred, il y en a ici. Être dans la lune. Non. Ah, dans la lune. Dans la lune. Tiré. En plein dans le mille. Plein dans la lune. Viser la lune. Viser la lune. Merci. Ah, Nicoletta, bravo. merci. Voilà, dessine Amel Bent. Richard Cochiante, Amel Bent. Enfin. Je pense qu'il faut prendre le temps de dessiner au moins un truc. Ben, la lune. C'est vrai, ouais. Ah, ça, c'est un terrain de rugby, ça. Non. La scène, le public. Il y a un rideau de tête des spectateurs. Il y a un Ah. spectateur. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, le spectacle va commencer. Lever de rideau. La foule, faire lever la foule. Faire salle comble. Faire salle comble. Voilà, c'est ça. C'est quoi? Sale con. Ah bah, il Faire salle l'a dit. comble. Magnifique. Bravo. Il l'a Bravo, dit. Fred. Il l'a dit. De toute façon, ça va aller très vite. La voiture. Voilà. Ok, la voiture. Attention, route ça va secours. très vite. Route Prenez secours. appel de phare. Lac minéralogique. Immatriculé. Choc. Oh, un choc. Pare-choc. Pare-choc. Il a dit par choc. Bah, le pare-choc, il osait pas faire une paire de seins. Donc je pense que d'où l'expression, voilà, un gros pare-choc, machin. Ah là là. Bon, bah, Donc, bravo, c'est un point Alex, pour à eux. toi. Et ça s'efface Allez. pas, je me suis trompé de stylo. Ah, Et voilà, non. pardon. Non. Gardez ça en souvenir, bien sûr. Alors donc, pas du tout pour vous déstabiliser. 4-3. Être bien dans ses bottes. Sans lieu. Être bien dans ses bottes. À côté de ses ponts. Non. Être à côté de ses ponts. Être droit dans ses droit bottes. dans ses bottes. Voilà, droit dans ses bottes. Être droit dans ses bottes. Donc, on va dire qu'on a définitivement gagné. On a définitivement gagné. Eh ben, quel week-end de merde. Voilà, je suis très bonne perdante. Il n'y a pas de problème. Dégoûté, je me casse, de toute façon, c'est de la merde. Voilà, on attendait un coup de sang. Devant la On va préparer à bouffer. Allez. Allez. Tu viens, le chien? You've been kicking in your sleep, tossing and turning. Est-ce qu'on peut se rappeler ce qu'on va préparer? Alors moi, je vais vous préparer une petite salade, hein, sans Oui. prétention, Oui.
betterave, Oh, j'adore chèvre, petit éclat de noisette. Oh, j'adore les betteraves. C'est tout ce Et qu'on après, aime. après un risotto. On part sur quoi? On part sur un risotto aux champignons. Alors, comment tu lis ton risotto? Il y a un petit parmesan, il y a quelque chose? Oui, il y a du bouillon. Là, j'ai préparé un bouillon de volaille Magnifique. avec le parmesan. Ça, j'ai faim. Et- Je te regarde, j'ai faim. C'est la première fois que je regarde Frédéric Lopez et je me dis, je bave. Et d'où vous avez appris à cuisiner? En fait, petit, très vite, j'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul. Et ma grand-mère tunisienne, elle, aujourd'hui, j'ai des écrits, j'ai toutes ses recettes. Et c'est quelque chose aujourd'hui que j'essaie C'est vrai? de continuer, ouais, parce que les vrais moments de partage que j'avais avec mon père, c'était dans la cuisine, parce que c'était un très très bon cuisinier. Donc je cuisine aussi méditerranéen, couscous, mouria. Vous savez faire le couscous? Et autres, ouais. Et alors, moi, je propose qu'on continue le récit d'Alexandre. On a Oui. découvert ce petit garçon qui grandit en Suisse, Ouais. dans une famille monoparentale avec sa maman, et qui, à l'école, va se rendre compte qu'il va être obligé d'affûter les vannes, parce qu'il faut se défendre, parce que les gamins sont parfois méchants quand on a un petit peu d'embonpoint. Moi, je le dis comme ça. Hein. Oui, bien Je dis pas comme vous. Hein. Et c'est vrai que ce moment-là, ça va vous servir des années plus tard. Et donc, vous racontez qu'à un moment donné, vous allez faire plein de petits boulots, vous allez être conscient de la réalité, un peu d'études de droit, et puis à un moment donné, vous avez un flash, vous dites, je vais à Paris, et je vais essayer de rentrer dans une école de théâtre. À l'époque, c'est le cours Florent. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du moment où on vous apprend qu'on ne vous prend pas? C'était un très grand moment de vie. Parce que c'est une époque où j'étais en parallèle en fac de droit et je travaillais dans un supermarché. Et donc, je m'habille en tenue de travail pour aller bosser au supermarché. Et j'apprends dans le bus, je lis un mail, merci pour votre intérêt, mais malheureusement, votre candidature n'est pas retenue. Et donc, ça me fait très mal, mais moi, ensuite, je vais au boulot, quoi. Et donc, je me retrouve au supermarché et je me rappellerai toute ma vie parce qu'on me dit, Alex, aujourd'hui, t'es au froid. Et donc, j'ai ce truc d'essuyer un peu mes larmes en moi, de me dire, bon, bah, apparemment, même en tant qu'acteur, en fait, il m'aime pas. Et je me retrouve à faire la rotation de yaourt pour les dates, quoi. Puis je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. C'est un jour ou l'autre, ils verront, quoi. C'est très marrant parce que j'ai un réflexe de gamin de regarder si De Niro et Al Pacino ont été refusés d'école d'art dramatique. Vous avez vérifié ça? Ouais, je crois que c'est Al Pacino qui a eu beaucoup de refus. Je crois qu'il a essuyé genre 4 refus ou un truc comme ça. Et vraiment, j'ai eu un truc de, bon, bah ça va. Mais déjà, on voit un peu l'ego du mec qui se compare à Al Pacino. Non, c'est pas Alors qu'à l'ego, c'est l'époque, de la je survie. travaille dans un C'est de supermarché. la survie. Oui, c'est de la bien. survie. C'est savoir si nos modèles à nous vivent la même chose que nous, quoi. Et des amis à moi m'inscrivent à une scène ouverte. Alors, le principe de la scène ouverte, c'est quoi? C'est qu'il y a une scène, un micro, et puis les gens s'inscrivent pour venir présenter un sketch. Et alors, comment se passe cette première scène ouverte? Bah, je sais pas si c'est un problème, mais elle se passe super bien, en fait. Mais en vrai, je me rappelle, j'arrive dans la salle, je vois des mecs qui courent partout sur le plateau, ils prennent le micro, avant que les gens arrivent, ils font les cons, je me dis, oh, comment ils peuvent être détendus comme ça? Moi, j'étais comme ça. Et je vois ces mecs-là détendus, mais prendre des fours l'un après l'autre. Des bides. Oh, des bides, mais vraiment, je me dis, oh là là, et eux, ils ont la confiance, qu'est-ce qui va m'arriver? Et moi, j'arrive, et une blague passe, 2 blagues passent, 3 blagues. Je sors de scène, je suis comme ça. Mais c'est fou, c'est comme si j'avais goûté à un shoot élixir, d'adrénaline. un shoot, ouais, c'est la... Et je me rappelle, j'ai quasi pas dormi de la nuit, parce que j'informais tout le monde sur ce qui s'était passé. J'écrivais à des gens à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Tu sais pas ce que je suis le nouveau Gad Elmaleh. Tu m'as plus parlé, je t'emmerde. C'est sérieux, ça? Ah ouais, non, ça m'a fait un truc de... Non, mais parce que c'est la... En fait, je réalise sur le moment, je me dis, oh là là, toutes ces années de... Je suis pas à ma place. On veut pas me laisser faire ce que je veux faire. Le jour où on me donne 5 minutes, en 5 minutes, j'ai mis tout le monde d'accord sur qui je devais être et sur ce que je prétends être depuis tant d'années. Mais ça, c'est la première scène. Ouais, c'est incroyable. La troisième scène, four total. C'est-à-dire? Bah, deuxième scène, je refais le même sketch. Je me dis, bon, bah, je suis un génie. Troisième sketch, il faut que j'écrive du neuf. Donc là, je dis à la fille de l'époque qui me plaisait, je dis, viens me voir et tout. Ben ouais, on vient de voir avec une copine à moi et tout. Je monte sur scène. Premier four, bide. Je vis un moment où mon âme sort de mon corps et me dit, t'es nul, t'es nul. Et quand tu sors de scène, et je me rappelle à la fin du spectacle, je regarde où la fille était et la fille m'a vu et elle a fait genre, elle est pas vue, elle est partie. Non! Ouais. Et alors là, ça fait mal. Là, ça fait mal et tu te dis, c'est horrible parce que je fais ce que j'aime faire, mais les gens, ils aiment pas. Et cette sensation, c'est horrible. Mais comment on surmonte ça? Comment on continue après ça? Sur le moment, je me vois pas faire autre chose. Je peux plus faire marche arrière. Parce que moi, à ce moment-là, surtout après, quand j'arrive à Paris, parce que je quitte tout, je m'endette à mort.
Moi, il y a jusqu'à 2 ans, j'avais 35 000 balles de dette. Ma mère qui a toujours été carrée dans ses factures, dans ses trucs, elle me disait, mon Dieu, mais tu vas où, quoi? Et à un moment donné, vous allez vous retrouver au Festival de Montreux, Ouais. la première fois. C'est parce qu'il y a un concours. Oui, il y a un concours qui est organisé en 2015. Et je gagne ce concours. Et donc, j'ai le droit à participer à un gala. Pour regarder un extrait? Mais je sais même pas si ça existe encore. Si. Oh là là quel enfer. Oh là là. Ouais, ouais. Là, t'es affûté, hein. Grave. Ouais, bon, c'est le noir, hein. Tu sais, c'est un Nancy. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je porte tout le temps du noir sur scène. Les filles, moi, je vous pardonne rien du tout. J'ai rien à prouver à qui que ce soit parce que vous m'avez fait terriblement souffrir. Moi, petit, ado, j'étais vraiment un petit gros. Une bonne boule, bien ronde, à tel point que si tu me coupais les ongles trop courts, je roulais. Et que ça t'arrive, tu t'approches et tu dis ouais, tu veux sortir avec moi? Non. Mais pourquoi je suis moche? Mais non, t'es trop chou. Nique ta mère, ok? Non mais parce que les choux, ils baissent pas. Il n'y a pas d'acteurs porno chou. Hein, les meufs, elles couchent avec des mecs sexy, avec des mecs beaux, avec des mecs moches parce qu'ils sont riches ou parce qu'elles sont trop bourrés, mais pas avec des mecs choux. Quitte à être moche, parce que le moche, il a pas de scrupules, il profite. Il est là. Le chou, il est trop chou. Hein, il la raccompagne de soirée quand elle est trop bourrée. Moi, je me rappelle encore lui tenir ses cheveux pendant qu'elle vomissait, alors que la seule chose que j'ai envie de lui faire, c'était de lui tirer sa crinière et de lui casser son sale cul à ma meilleure amie. On sent la souffrance, hein. Pourquoi vous dites ça? Non mais il y avait déjà, c'est marrant parce que c'est déjà les trucs de rythme, où j'avais déjà ce truc d'enclencher un peu le rythme. Et donc, à la suite de ça, ça vous donne un peu des ailes, ça? C'est Oui. ça qui fait que vous venez à Paris un peu? Ouais, c'est là où je me dis, bon, il va falloir faire des sacrifices. Parce que ça, c'est 2015. Hein. Ouais. Donc ouais, ça c'est vraiment l'année où je me dis, bon, je crois que ça va être ça, quoi. Mais sur le moment, je pense que ça va aller plus vite que ça. Et en fait, on se prend vite... Qu'est-ce qui est lent, en fait? Déjà, je change de ville, d'arriver dans les comédie clubs parce qu'on joue pas comme ça. Il faut d'abord faire ses preuves. Donc on joue à 16h, alors que dans les comédie clubs, les confirmés jouent à 20h. Donc il faut jouer pendant un moment à 16h, 17h. Dans les créneaux, il y a 10 pélos dans la salle. Mais il faut tenir jusqu'à ce qu'on fasse des rencontres. Moi, c'est par exemple la rencontre de 2 humoristes, Ahmed Sparrow et Redouane Bougueraba, qui me parlent avec Karim et Kader Aoun du Paname. C'est grâce à eux que je passe à une étape supérieure. Donc en fait, c'est ça aussi qui prend du temps. C'est les connexions. Et il va y avoir un déclic, on va dire, où d'un seul coup, vous avez l'impression de trouver votre signature. C'est un jour où vous êtes à Genève, vous jouez et ça part en vrille. Ouais. Oui, parce qu'en fait, au début, dans l'humour, c'est ce qui est compliqué. Et ce qu'on me dit, c'est de trouver ton clown. Faut que tu trouves ton clown, Alex. Il y a un soir à Genève, j'arrive. Le problème, c'est que la veille, j'ai vraiment fait la fête. T'étais avec Nicoletta ou pas? Nicoletta était dans le coffre. Et le lendemain, je dois présenter un sketch. Et je me mets avec une gueule de bois pas possible. Et j'arrive dans ce comédie club à Genève. On me dit, ouais, Alex, t'es le dernier à passer. Je dis, non, c'est pas vrai et tout. Et on me dit, par contre, t'as open bar. Bon, bah, je me dis, je rallume le sapin. Je rallume le sapin. Et puis, en fait, tout le monde fait trop de temps sur scène. Donc, moi, je bois. Et vraiment, j'arrive sur scène, je prends mon micro. Mes premiers mots, c'était... Donc, les gens rigolent. Ils rient déjà par rapport à mon rire. Et je dis, vous savez quoi, je devais vous faire un sketch, mais je dis, je vais pas vous faire le sketch, et je vois les gens mourir. Alors que c'est pas écrit, hein, juste je raconte. Et en fait, vu que je suis même un peu chaud avec l'alcool, je pars en vrille dans des impros, des personnages et tout, et je vois les gens morts de rire. La soirée se passe bien, tout se passe bien. Le lendemain, je me réveille, j'ai plein de messages. Oh, c'est incroyable, t'es génial, c'est ouf, on n'a jamais entendu ça. Et moi, sur le moment, je me dis, mais si je dois être autant défoncé pour faire rire les gens, putain, ça va me coûter cher en alcool et cher en santé, quoi. Je vais pas pouvoir tenir. Mais en vrai, pourquoi les gens étaient morts de rire, c'est parce que les gens, ils ont senti la vérité. Ils ont senti que c'était une histoire que j'avais vécue. Et donc, ce moment particulier, donc vous improvisez, bourrez un sketch et les gens rient parce que c'est authentique, ça part très loin. C'est ça qui va vous donner envie d'écrire votre premier spectacle? C'est ce truc-là, vous dites, il faut que j'arrive à Il y reproduire a déjà un premier spectacle. C'est-à-dire, au début, quand on commence l'humour, on a toujours un truc de, allez, je vais faire un recueil de toutes mes premières blagues que j'ai jetées ensuite. Je l'ai fait une fois, je l'ai jeté. Et le deuxième était plus axé sur la rupture. J'ai eu mon premier amour, donc j'avais un peu des comptes à régler avec l'extrait qu'on vient de voir, par exemple. Il y avait un peu ça, mais qui portait déjà ce titre, Bâtard sensible. Et ensuite, il a changé à, je dirais, à 90% pour faire place à ce genre d'histoire, ouais. Entre les voyages, les relations hommes-femmes, les rencontres fortuites avec des animaux. Bon, on verra demain, effectivement, ce nouveau spectacle, comment ça s'est passé pour l'écrire et pour réaliser qu'on pouvait
qu'on pouvait le jouer sans être obligé de boire. Ouais. Mais en tout cas, merci de nous avoir raconté effectivement comment on survit parmi tous les doutes et toutes les scènes presque d'humiliation finalement où ça rit pas, etc. Mais ça fait, je sais pas, pour moi, ça rend le métier beau, quoi. Merci beaucoup. On en est où au niveau des recettes? Je vois qu'au niveau présentation, c'est pas mal déjà. Je progresse, j'avance. Vous pouvez parler en faisant en même temps? Je peux essayer. Bon, super. On a raconté l'histoire de ce petit garçon, Mathieu, qui a grandi dans la région parisienne et qui est né dans le rugby. En fait, il y avait du rugby tout le temps. Votre papa était joué d'abord, puis il avait même des responsabilités dans un club. Président, et puis vous en faites dès l'âge de 6 ans. Et puis, on l'a dit, au moment où vous allez faire sport-études, la vie vous envoie une épreuve. Vous nous avez parlé de cancer, vous nous avez parlé d'hospitalisation pendant 2 ans et demi. Et à ce moment-là, il faut trouver autre chose. Est-ce que vous réfléchissez longtemps ou est-ce que vous trouvez tout de suite journaliste sportif? Toute cette période, j'ai fait un travail sur moi-même en me disant qu'est-ce qui pourrait te permettre de rester connecté au rugby et de vivre les émotions que tu ne pourras plus jamais éprouver sur un terrain. Et donc, fatalement, je me suis dit, t'aimes bien écrire? Je suis plutôt curieux de nature. Le journalisme, c'est quelque chose qui m'avait toujours un petit peu attiré. Et d'un seul coup, c'est devenu une évidence et je me suis dit, j'y vais. Je vais passer le concours de l'école de journalisme et ensuite, je vais tout faire pour aller frapper à la porte du... Vraiment, l'obsession, c'était arriver au service des sports de France Télévisions. C'était même pas aller frapper à la porte de Canal ou d'autres chaînes. Donc vous faites l'école de journalisme. Ouais. Comment ça se passe avec les autres, par exemple? Je suis à un âge où j'ai 19 ans. On a envie de plaire. Accessoirement, j'ai une jambe qui a été raccourcie de 4 cm, que je compense avec des semelles dans la chaussure. Et donc, j'ai une démarche claudicante. Et je me dis, là, j'arrive dans une école de journalisme. Ça fait 2 ans que je suis dans un tunnel, j'ai vu personne. Et je rencontre tout de suite des gens extraordinaires. Je rencontre mon épouse, qui, elle, faisait cette école-là, mais en filière communication. Et tout va aller très vite. Dans ma promotion, j'apprends qu'il y a une fille qui est la filleule de Jean-Louis Calmejane, qui est un journaliste du service des sports de France Télévisions, qui a été longtemps un homme de terrain sur les matchs de rugby. Dès que j'apprends ça, je vais la voir, je lui dis, écoute, je vais pas tergiverser, il me faut le numéro de ton parrain. Il faut que je lui passe un coup de fil et que je le convainque de me prendre en stage. Elle va me donner son numéro, je vais l'appeler. Et j'obtiens mon stage d'observation à France Télévisions comme ça. Et à partir du moment où je mets le pied au service, je me dis, plus jamais je pars. Vous dites ça à l'époque? Ah ouais. Tout de suite. C'est ce qui s'est passé, mais... Moi, quand je suis arrivé au service des sports de France Télévisions, j'ai des gens tout de suite qui se sont intéressés à moi, à mon parcours, et on m'a donné ma chance. Ça faisait 10 jours que j'étais là, et la 2e semaine, j'ai un sujet qui est passé à Stade 2. En stage d'observation? En stage d'observation, 15 jours après. Ouais, et ça, c'est une chance exceptionnelle. Et je rentre chez moi, et je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis dans mon petit appartement d'étudiant à Clichy, et je regarde Stade 2, et j'entends pour la première fois un résumé signé Mathieu Arthaud. Et j'ai à peine 20 ans, et là pour moi c'est un truc incroyable. Et je me dis, je ne peux pas partir, c'est pas possible. Et je vais rencontrer quelques jours après un personnage qui va être déterminant, qui est Christian Prudhomme, qui aujourd'hui est le grand patron du Tour de France, qui était à l'époque rédacteur en chef de Stade 2 et qui présentait Stade 2. Et il me dit, bon écoute, je me suis renseigné sur ton profil, voilà, tu m'intéresses, je t'envoie aux Jeux Olympiques à Sydney. Allez. Vous avez 20 ans. Alors moi tout de suite, je prends ça comme un énorme privilège, une chance exceptionnelle. Et à partir de ce moment-là, je vais me donner vraiment tous les moyens pour que on me confie des responsabilités à l'antenne. Et je vais bosser comme un taré, quoi. J'expérimente ce que tout journaliste de terrain vit un moment dans sa carrière, c'est-à-dire qu'on m'envoie sur à peu près tous les sports possibles et imaginables. Et à un moment donné, on vous propose de passer à l'antenne, Ouais. être chroniqueur dans Stade 2. On me dit un matin, Mathieu, tu vas aller à Twickenham samedi commenter Angleterre-Italie. Alors Twickenham, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, c'est le temple du rugby à Londres. Donc c'est un truc de dingue. Donc j'ai du mal à réaliser. J'ai 23 ans. On me dit samedi, t'es à Twickenham et tu commentes le match sur France Télé. Regardez, il a 23 ans. Oh, waouh. T'as pas beaucoup changé, hein.
J'étais plus affûté aussi. 23 ans et, Il n'a pas changé. il oriente son premier match de rugby. Bienvenue ici à Twickenham, la forteresse du rugby anglais. Cela fait 19 matchs que les Anglais n'ont plus perdu ici. Les Anglais aujourd'hui en route vers le Grand Chelem dans ce tournoi. Alors face à eux aujourd'hui les Italiens. Tout le monde prédit une large victoire aujourd'hui des Anglais à Twickenham. Alors des réseaux des pays sont en route vers le Grand Chelem, ont toujours perdu un match sur ces 4 dernières éditions. En 99 contre le Pays de Galles, en 2000 face à l'Écosse, 2001 face à l'Irlande, 2002 face à la France. Il reste plus que l'Italie. Ça me fait mal d'avoir ça. Pourquoi ? Un peu comme Alex Ah, tu tout vois, à l'heure. c'est horrible de se regarder. C'est-à-dire que, bon là, J'espère que vous avez de la tendresse pour le gamin de 23 ans. moi je suis quelqu'un malheureusement de très très exigeant et très exigeant vers moi-même. Et là, je vois toutes les erreurs, les Là, c'est la imperfections, première fois quand même. les hésitations, les répétitions, enfin bon, tout ce qui va pas. Mais c'est vrai que bon, j'ai malgré tout quand même de la tendresse pour ce gamin qui, quelques années auparavant, savait pas trop où il allait atterrir, quoi. Et ce qui compte, c'est quoi au fond ? C'est bien sûr décrypter, parce que quand c'est des grands matchs comme ça, il n'y a pas que des fans de rugby qui regardent, c'est tout le monde. Et aussi faire partager les émotions. Donc il faut être connecté à ses propres émotions. En fait, on est des passeurs d'émotions. Nous, on est là pour restituer un ressenti dans un stade où il y a une atmosphère exceptionnelle. Quand vous êtes dans des stades de 80 000 personnes, il y a des choses qui vous traversent et qu'il faut pouvoir rendre aux gens. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est de rendre ce sport qui est très difficile dans les règles, compréhensible pour le plus grand nombre. On verra qu'il y a d'autres rêves de gosses qui vont se réaliser par la suite. En tout cas, merci de nous avoir résumé comme ça ces débuts qui sont assez incroyables, hein, parce que finalement, vous n'avez qu'une idée en tête et cette idée va se réaliser. Ouais. Et c'est une chance. C'est une chance et un privilège. Et quand je vois des jeunes journalistes arriver à la rédaction, je leur dis, ne perdez jamais de vue que vous faites un métier exceptionnel. Parce qu'on est payé pour aller dans les plus beaux stades du monde, retranscrire des émotions à des millions de gens. Ça, c'est unique. Et vous imaginez l'émotion qu'on va ressentir quand on va goûter ce que vous êtes en train de faire ? J'espère. Ça va être énorme. J'espère. Petit commentaire Stade de France. J'espère. Comment ça se passe, Alexandre, au niveau du risotto ? Non, là, je commence à infuser justement le bouillon de volaille. Alors, il y a ceux qui travaillent avec le bouillon de légumes. Il y a du vin blanc dedans. Oui, c'est le fameux déglaçage. Et vous savez quoi ? Et ça vous dérangerait qu'on mange la petite entrée pendant que le risotto cuit ? Bah non, je vous l'ai fait à sur le pouce. même l'assiette ? Et après, petit à petit, tu vas mettre le beurre et le gruyère. C'est ça, le parmesan. Le parmesan, je veux dire. Et ensuite, à la fin, la petite touche de beurre pour rendre un peu crémeux. Et ça épaissit tout le truc. Ah oui, c'est là où ça devient onctueux. C'est de de... Et tu remets pas de vin blanc, non. Non, j'en mets qu'au début un peu pour... Merci. Et donc, c'est quoi comme fromage que tu as utilisé ? Chèvre frais, petit éclat de noisette. Super, hein ? Ah ouais, Très bon. Oh, j'attends de voir le jeté de parmesan. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is headed on a taxi cab. Si vous voulez bien, moi je vous propose de reprendre le récit de l'itinéraire de Nicoletta. Plaisir. Donc, si je résume les épisodes précédents, on a parlé d'une petite fille qui grandit, qui a un fort caractère, qui devient assez autonome assez rapidement, qui est élevée par sa grand-mère, parce que sa maman n'est pas apte à l'élever. Et même si vous dansez dans la chorale de l'église, vous n'avez toujours pas pensé que vous pouvez être chanteuse. Non. Et donc, vous arrivez à Paris. Et comment on passe de DJ, de disc-jockey, Ouais. à chanteuse ? Parce qu'on rencontre des musiciens, et moi, à force d'entendre leurs chansons, je chantais avec eux. Si bien que j'allais à leur répétition, j'attrapais les micros après pour faire le bof, ce qu'on appelait, nous, à l'époque, faire un bof. Et je chantais 2-3 chansons. Mais est-ce que c'était pour vous faire remarquer ou il n'y avait pas Pas d'intention ? du tout, j'adorais ça. C'est ça qui est fou, en J'aimais fait, dans ça, l'histoire. ça me rendait très heureuse. Vous ne pensiez pas à vous Ah faire non, non, pas remarquer du tout. Mais je voulais pas être chanteuse, je trouvais ça ridicule. Je trouvais que les chanteuses n'avaient pas de talent, que ce que j'entendais à la radio, mais je plaisante pas du tout. J'écoutais les yéyés, oh yé, oh yé, oh. Je n'aimais qu'une fille, c'était Françoise Hardy. Donc là, vous faites des bofs avec le groupe l'après-midi. Avec les musiciens. Et un jour, c'est les musiciens de Nino Ferrer qui étaient engagés. Ils m'ont dit, mais tu dois faire quelque chose, reste pas comme ça, on va t'amener Richard Bennett. Et Richard Bennett était un des directeurs artistiques de chez Barclay. Il m'a reçu et il m'a amené dans un studio pour faire un essai. Je savais pas de chanson en français, alors j'ai chanté I Go All Over You d'Elvis. J'ai toujours la bande, je la garde. Et il sait pas quoi faire de moi. Bon, c'est bien, mais... Il vous donne un contrat d'option pendant 6 mois. 6 mois. Mais il se passe quoi pendant 6 mois ? Ben, j'ai fait un tube qui s'appelle La Musique.
Pendant les 6 mois? Oui. C'est comme ça, j'ai signé 7 ans derrière. La musique, on est en 1967. Mais oui, j'étais mignonne quand même. Regarde, on va voir ça. Toi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Pour moi, Et alors, vous qui n'êtes pas préparé à devenir chanteuse, Ouais. donc pas préparé à vivre le succès, la notoriété, comment vous le vivez à ce moment-là? Je le vivais au jour le jour. Je me disais, je ferai un disque, puis on en fera un deuxième, et puis on verra bien un troisième. Et puis je me suis laissé porter par le temps et par le travail. Et j'ai jamais visionné une carrière. J'ai jamais anticipé à ça. Pourquoi? Oui, mais parce que j'avais pas de plan. Et vous continuiez d'aller en boîte, de faire la oui, fête oui, et tout? oui, tous les soirs. Hein. J'avais une télé le lendemain, j'allais quand même en boîte. C'était pas un problème. Nous, on a eu une chance folle. On a vécu l'âge d'or de la chanson. J'ai vécu une chose fabuleuse. J'étais en Russie en 68. Enfin, les Donc pays de l'année l'Est. d'après, en fait. Hein. Vous avez 26 ans quand vous allez en Russie. Oui, j'étais en Russie, j'ai fait toute l'Amérique du Sud, j'ai chanté en Chine, Mamie Blue. J'ai sorti 5 albums au Japon. Et ce qui est fou, c'est que vous faites ce premier tube de la musique, et Il est mort le soleil, ça va venir pas tellement de temps après. C'est un an plus tard. Il est mort le soleil, c'était le titre de mon album, premier album que j'ai fait. Les maisons de radio n'aimaient pas le titre parce que ça plombait un peu la matinée. Oh, il est mort le soleil. Et puis c'est trop standard, c'est trop. Faut écouter Monsieur Barclay, faut lui faire chanter des choses plus françaises. C'est trop américanisé. J'étais déçue parce que ça marchait pas. C'est Ma vie, c'est un manège qui était sur le même disque, le même album, qui a marché. Voilà, ça a marché. C'était beaucoup plus populaire. Et je pars au Canada où je suis dans les charts avec mon album. J'ai des agents locaux qui s'occupaient que d'artistes étrangers. Et il y avait dans leur écurie Monsieur Ray Charles. Et il était en vie, il y passait 15 jours. Et moi, ça faisait partie de mes idoles. Hein. Ray Charles, j'étais comme une folle. Il nous a reçus. Et très gentil, il nous dit, venez avec moi, je vous emmène manger en ville, quartier chinois de Montréal. Je vais couper sa viande et tout. Là, vous êtes avec Ray Charles, quoi. Ouais, carrément. Votre idole. Ah ouais, j'étais dans un état, je tremblais, hein, j'étais pas bien. Et tout le monde est rentré. 3 semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de Orly. Vous avez un billet en prepaid ouvert, open, pour aller en Amérique, à New York, première classe, payé par les bureaux de Ray Charles. Incroyable. Ah bon, très bien. Mais je vais pas y aller toute seule. Moi. J'ai payé un billet d'avion à une copine qui parlait mieux anglais que moi, la parolière de la musique. On part toutes les deux. Il nous emmène dîner dans un restaurant français. Il nous emmène après, ça traverse Central Park. Je lui dis, là, on va à Harlem. L'autre côté, là où on va, quand on traverse Central Park, au bout, il y a Harlem. Oh, t'es folle, on est toute seule avec lui, on va pas à Harlem. Moi, j'ai bien peur que oui. On s'arrête devant une porte-tambour, on rentre, Art Blakey tout au fond avec son orchestre. Et quand on a commencé à parler avec l'accent français et parler français entre nous, ils ont tous fait « Oh là 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 là, Paris !» On avait gagné le terrain. On est resté jusqu'à 3-4 heures du matin à écouter de la musique. C'était vraiment un moment Et à fantastique. quel moment vous entendez sa version de votre chanson? Alors là, je reçois un coup de fil de ma secrétaire, ma petite assistante, elle me dit « Oh ben j'ai reçu un coup de téléphone du bureau de Ray Charles, il va te téléphoner à tel endroit, je vais donner le numéro de ton hôtel, il va t'appeler à 2-3 heures du matin, ne l'oublie pas. » Et je reçois le coup de fil et il me dit « Voilà, j'ai enregistré, est-ce que tu écoutes ?» Et j'entends The sun down. The sun down with my love. When you left C'était très beau. J'étais très fière parce que j'avais dit à ma maison de disques que Ray Charles allait faire le titre en anglais. Et ils m'ont dit, ma petite chérie, il faut te reposer, il faut pas être mythomane comme ça. Et bon, c'était 6 mois après hein, qu'on ait sorti mon disque. Ils ont refait une sortie de 45 tours, un simple, avec ma version. Quand ils ont amené le disque de Ray Charles, tout d'un coup, j'étais adoubé.
Parce que les gens se sont dit, les gens du métier, ah ben quand même, elle est valable, elle a une bonne chanson. Incroyable. Et ça m'a À quoi ça donné- se joue? Oui, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et puis il y a eu Mamie Blue. Oui, 4 ans plus tard, Au départ, c'est un hommage à votre maman. ouais. Et quelqu'un avait raconté que j'avais perdu ma mère 3 ans avant d'un cancer et que j'avais eu beaucoup de peine. Et c'est vrai que quand je suis revenu par le train de nuit dans mon pays, on n'attendait plus que moi pour fermer son cercueil. La dernière fois que je l'ai vu, ça m'a beaucoup choqué. Et j'avais raconté ça à mon directeur artistique et ça a inspiré Hubert Giraud. Il a eu le refrain au Mamie Blue, puis il ne savait pas quoi écrire. Et il a raconté, dès que j'ai construit la frontière, juste frontalière, le vent fait plus fort qu'hier, ô ma mère. Voilà. Et l'histoire, les chats et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu. Je ne reviendrai plus jamais. Enfin, c'est une chanson triste, mais personne ne l'a pris comme ça. Et du coup, il y a eu plein de versions dans le monde de Tout le cette monde, chanson. même Dave l'a chanté, Dalida l'a chanté en italien, tout le monde, Rouglesias, le monde entier l'a chanté, tout le monde. Donc quand on vous écoute, on passe de Tokyo à New York. Enfin, c'est une vie extraordinaire. Et en même temps, vous allez devenir maman. Ah oui, ça c'est le truc le plus important de ma vie. C'est le plus important. Mon fils, c'est quand même une chose, je dis toujours, il a été mon... Terminer les boîtes, hein. C'était une révélation. Tout d'un coup, je suis devenue vraiment femme. Et je voulais me prouver à moi-même que je serais un enfant merveilleux par rapport à ma mère, à l'état de ma maman. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Magnifique. Et vous savez que j'ai entendu un pas dans le jardin. Je me demande si c'est pas votre pianiste qui est en train d'arriver. Oui, il est là. On n'irait pas au piano? Oui, absolument. Petite chanson de Nicoletta? Ça arrive pas tous les jours. Hein. Pas tous les jours. On va tout donner là. Allez, on y va. On y va, on débarrassera tout à l'heure. Alors, je vous présente Hubert, Bonsoir Hubert. Bonsoir. un merveilleux pianiste, qui est gentil, qui est venu parler pour nous. Merci d'être arrivé C'est jusqu'ici. bien, t'es venu à la campagne. Hein. Oui. On fait les chœurs? Ben, j'espère bien que vous allez Allez, le faire. bien Ok, sûr. alors, on y va. On s'est chauffé la voix et tout. Je suis parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Blue. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. J'étais près de toi, ma mère. Blue. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, where tu m'amènes? Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Maison a fermé ses yeux, le chat et les chats sont très vieux, et ils viennent me dire adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais. Blue. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, mamie, oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, mamie, oh mamie, mamie blue. Oh mamie, mamie blue, Bravo. Magnifique. Alors, on chanter avec Ray Charles et Bravo Lou. les gars. Ce qui est pas mal.
J'ai déjà eu Mamie Blue toute la nuit dans la C'est tête. très bien. Je me suis allongé. C'est pour ça qu'il est devenu un tube. Bah, c'est pour ça, voilà. Bonjour. Ah, c'est à cette heure-là qu'on arrive, Alexandre. Bah écoutez, ça va, je vous embrasse pas, hein, parce que j'ai fait la fête toute la soirée, moi, hier. Ah ben c'est bien. Figurez-vous qu'il y a un Macumba pas loin. Le dernier Ça va très bien, très Je peux vous bien. dormir. Merci et toi. Magnifique, magnifique. Est-ce que vous avez repensé en vous couchant un peu toute la journée ou pas du tout Vous êtes repassé le film? Oui, c'était très sympa. Par moments, on a l'impression d'être dans un confessionnal. Ah bon? Mais quand on a fait le temps qu'on a fait dans une carrière, on peut se permettre de dire des choses un peu plus sur soi-même, on peut plus s'ouvrir. Il y a des tas de choses dont je n'ai jamais parlé pendant des années. L'état de ma maman, ce que ça m'a causé comme problème ou pas, etc. Mais je vous ai pas tout dit. C'est bien normal. Il y a toujours des petits coins secrets qu'on garde pour soi. Petit jardin secret. Ça vous dirait qu'on allait se réveiller, par exemple, petite partie de quelque chose? Allez, dès le matin, comme ça on joue? On dessine plus, hein. Non, je pensais à du baby-foot. Ah ouais. Allez. Oh, baby. Oh, baby foot. Oh, baby foot. On peut tout mettre. baby. C'est bien, on peut tout faire. Ah, mais bien sûr. Ok, on y va. Hop. Alors, tu veux Alors, jouer c'est- devant ou derrière? C'est quoi l'idée? Moi, je suis nul Alors, partout, je donc c'est suis vous qui rouge. décidez. On est les rouges, C'était on est la On peut Suisse. alterner. Donc on dit que c'est les Bleus, l'équipe de France. Même Allez. si vous habitez à la frontière suisse, on va Oui. dire que c'est la Suisse. Ouais, non, je suis suisse et français, j'ai deux nationalités. Ok, Alors, donc- il n'y a pas de problème. C'est parti. Allez, ça part. Attention. Allez. Ouh, Allez, voilà. c'est un petit... Ça, c'était annoncé le premier but. Attention. Alors, attendez, on va faire un petit point sur le règlement quand même. Ouais, Comment? pas de... Pas de roulette, ouais. hein, on est bien d'accord. Et si on marque avec les joueurs du milieu, il y a 2 buts en jeu. Ok? Moi, j'ai rien compris. Nous sommes mais c'est menés pas 1-0. Bah, hein. vous tirez, mais quoi qu'il arrive, on calculera autrement. Allez Fred, hein, faut mettre un peu de pression. Ah, tout à fait, là, là, oh là, là. Attention, l'équipe de France qui subit la pression de la Suisse. Allez Fred. La Suisse qui se montre pas si neutre que ça aujourd'hui. Alors ça, c'est la spéciale. Ah non, je l'aime pas celui-là. Fred, il faut reprendre le volet. Le but de Nicoletta. Bon, on va faire un petit ajustement tactique, on va switcher. Fred va passer à l'arrière. Mais comment je peux savoir, moi, Parce que ça manque un peu d'efficacité devant. 2-0. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus, monsieur. Oh, le... je t'aurais taclé. Bon, il faut qu'on débloque notre compteur. Oui. Non, non, il n'y a pas, il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a but. Elle n'est pas rentrée. Mais cette il est pas mauvaise rentré. foi. Alors Mais écoutez, elle est là. je demande la VAR. Non, non, Je demande la pas VAR. lui rentrer. Je veux revoir ce but au ralenti. elle a fait le tour. 2-1. Allez. C'est Ah, parti. mais c'est chic à la française. Hein. On sent que la Suisse est dans un temps faible. Fred, voilà, un peu partout. Allez. Ah, fais-moi les Ah, Allez, c'est le moral qui se joue, là, maintenant. je crois qu'on est arrivé copains, on va repartir ennemi, hein, je vous le dis. Ah, j'aime pas. Mais pourquoi tu nous mets la pression? Oui. Mais non, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle n'est pas rentrée, je l'ai pas vu rentrer. 4-3. 4. Oh, 4-3. Attention, ça rigole. Le changement tactique de l'équipe de France fait la différence pour le moment. Alors que la Suisse semble dans un temps faible, très net. Allez Fred. Allez. Allez Fred. Allez, et voilà, ton temps faible. Ton goal. Bien fait, ton temps faible. Et ça, personne ne peut le faire. Ils sont deux à le faire, Fred et Gilbert Montel. Non plus. Trop fort. Voilà la pression. Voilà. Et en fait, toi, il faut te pousser dans ta retraite. C'est ça. Et là, il y a un petit 9-9. C'est une balle de match. 9 partout. Celui qui marque, il a gagné, Nicoletta. aïe, 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 aïe. Celui qui marque, il a gagné. On peut pas laisser passer cette occasion, Fred. Oh là là, Nicoletta se concentre. Elle va tirer, mais non, finalement, c'est moi qui le prends. Alors attention à ce gardien très dangereux aujourd'hui, hein, le gardien suisse, auteur déjà Oh là de là. 3 buts. Eh oui, messieurs, dames, ce changement tactique à la dernière minute, décisif pour l'équipe de France. T'es nul. Nul. 19. Oh là là, c'est Bravo. bonne, c'était pas mal, pas mal. Bravo. Le chien s'en va. Magnifique. C'est un très beau match. Magnifique, magnifique. C'est un très beau match. Merci à vous, merci. Bravo, hein. Bravo. Une belle défaite, bravo.
Bravo, bravo. Maintenant, il faut qu'on Allez, maintenant, apéro. Non, c'est un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, on va les manger. Mais qu'est-ce qu'il y a Oh, baby. Oh, baby, baby. On est d'accord. Quand même, hein, t'as mis des buts extra. Oh, J'ai embarqué une balle. Tiens. superbe. Bon, quel festin pour fêter cette victoire. Je crois que cette qualification méritait au moins tout cela. Mais Mais on peut on doit donner- féliciter nos adversaires qui se sont battus jusqu'au bout. Il faut t'en remettre, vraiment. Même si vous perdez à ça. Ah ça, c'est vrai que c'était un beau match. Ouais, sur une balle de match, 19. un beau match. Merci. Allez, mangeons, hein, parce que c'est vrai que ça creuse. Les foot, j'ai perdu au moins 2 calories. Donc c'est l'occasion d'en reprendre 800. Et vous savez qu'il y a un peu de risotto, Ah, donc c'est oui. encore meilleur le lendemain. Allez, je vais lui faire honneur. Se laisse pas abattre. Vous voulez du saumon, de la charcuterie, petit risotto. Tranche de saumon. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on mange ici, hein? C'est incroyable. Mais on est bien reçu aussi. On est bien faut le dire. reçus. Faut le dire. Un truc que j'adore dans la vie, c'est ça. Les longs repas, les trucs qui finissent jamais. Moi, je propose de continuer le récit de Nicoletta. On a raconté l'histoire de cette petite fille qui grandit en Savoie. Haute-Savoie. En Haute-Savoie, élevée par sa mamie, par sa grand-mère, et puis qui va tout de suite se trouver du talent pour non pas la chanson, mais pour le dessin. Et c'est comme ça que vous venez à Paris, sauf qu'il faut bien manger, vous faites des petits boulots, et vous êtes DJ Oui. dans une boîte de nuit, et vous chantez en même temps que les chansons, il y a quelqu'un qui vous remarque, et vous faites 2 disques, et le deuxième, c'est la musique. Ouais. Incroyable. Et ensuite, Il est mort le soleil, puis on a parlé de Mamie Blue, et vous nous avez fait rêver hier soir avec cette vie des années 70, où vous étiez accueillis au Japon, à New York. Mais une carrière, évidemment, c'est comme ça. Bien sûr. Et après ces succès hallucinants, il va y avoir le début des années 80, Oui. avant que Bernard Lavilliers vous Mais il appelle. m'a sauvé un peu la vie artistiquement. Alors, il vous parce appelle à qu'à quel l'époque, moment de j'étais votre vie oublié. C'était une époque où Louis et les gens de ma génération, quand on avait déjà fait 20 ans, on disait, bon, ça suffit, c'est du déjà vu, du déjà entendu, et les gens de radio préféraient se régénérer. Alors j'attendais, le contrat s'est terminé. Je me suis retrouvée toute seule. J'ai cassé ma tirelire. J'allais travailler et avec l'argent des concerts, je me payais. J'ai produit 3 albums. C'est dans cette période-là que Bernard Lavilliers vous appelle. Voilà, c'est en 83 que Bernard. J'étais en instance de divorce, je revivais beaucoup à Paris et j'ai reçu un coup de fil. C'était le directeur artistique de Bernard, il était en studio. Il me dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec Bernard Lavilliers, tu peux pas venir? Il a un problème avec une choriste, qui n'arrive pas à faire un truc. Moi, je pense que toi, tu vas le faire. Je ne savais même pas ce que c'était. Bon, je me suis habillé, je me suis dépêché, j'ai pris le taxi et j'étais à l'adresse qu'ils m'ont donnée du studio. Il me fout les casques, pif, et j'entends cette musique. La musique, c'était Magnifique. Idée noire. Magnifique. Alors, il m'a dit, j'ai mis sa voix, j'avais plus que ma partie à chanter. En 2 heures, c'était fait. Et je l'ai fait très soul, très arrondi, très nuancé. Et ça donnait ce que ça donnait. C'est devenu le plus gros tube de Lavilliers. Voilà. Quand tu es dans mes bras, Exactement. mon fils. Ça se rappelle, hein? Bien sûr. Et ça m'a sauvé. Et sauvé de quelle manière? Au point de vue commercial, j'ai commencé à réexister dans la lumière et bon, dans cette vie, le métier qu'on fait, si on n'a pas un tube, on nous oublie. Parmi les choses incroyables que vous avez vécues, c'est cette idée que, effectivement, faire une carrière de 10 ans, c'est déjà difficile, 20 ans, c'est déjà difficile, 60 ans, c'est hallucinant. Et alors, quand votre chanson La musique se retrouve comme générique de la Star Academy en Ouais. 2001, vous le découvrez à l'antenne ou vous êtes au courant? Moi, j'y suis pour rien. Hein. Tous ces événements sont extérieurs à ma volonté. Un jour, la compagnie de disques Universal me dit voilà, on a choisi ta chanson pour lancer une nouvelle émission qui s'appelle Star Academy. Très bien, c'était au mois d'août. L'émission a démarré. Et voilà. C'est toujours des choses que vous n'attendez pas, qui se produisent. Non, hein. moi, j'ai toujours eu des accidents sympathiques. Des choses qui m'arrivent comme ça. Et moi aussi, j'ai ce truc, un peu cette philosophie, j'attends jamais rien. Et tu sais ce qui se passe, Fred? Non. Absolument rien. Non, mais c'est disons vrai. que je suis quelqu'un Moi, qui a c'est- beaucoup de chance. Je remercie le ciel. Je me rends compte. C'est bon, j'ai de la chance. C'est une chance. Il faut pas les gâcher, par contre. Et comment se passe la rencontre avec Joe Star?
C'était pareil. qui a fait une reprise de Mamie Blue. Mais Joe Star me téléphone. Il me dit, bon alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis rue Madame, au studio Madame, à Saint-Germain, est-ce que tu peux venir? Je viens. Et il ouvre la porte et il me fait une chose délicieuse. Madame à moi en 2 mots. C'est beau, non? J'étais touché et il avait déjà mis sa voix et il me fait faire son Mamie Blue hip-hop qui est magnifique. Il a changé le texte et l'arrangement était superbe. Et voilà, je m'y suis mis et j'ai fait en sorte aussi que ma voix aille avec la sienne. On regarde un extrait. Ah, Je connais ton blues, mamie, l'amour dont tu irradies. Je te pour ma vie, mamie, de souffrance m'ont donné vie. Et je risque de finir avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon cynisme. Oh mamie, mamie blue. Oh mamie blue, yeah, yeah. Oh mamie blue. Oh mamie blue. Oh mamie. Incroyable, hein. Génial, c'est Des génial. frissons. c'est tonifiant. Des frissons. Pardon? Ouais, ça fait des frissons. Je trouve que Ah ça, bon? il y a- Mais c'est beau de nous voir tous les deux. Non, mais il y a il y a la magie de la rencontre des générations. Oui. C'est une musique qui traverse comme ça les époques. Et le fait de voir Joe Star avec vous Oh. sur scène reprendre ce titre. Mais c'est beau ce côté intergénérationnel. Et puis vous, il y a un côté fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne passez jamais de mode. En fait, Bernard Lavilliers vous sauve la vie. Vous dites, la Joe Star, d'un seul coup, il vous met dans un univers auquel on avait Je pas m'adapte. pensé. C'est dingo. Je m'adapte, mais c'est. Je crois qu'il faut oser les choses. Et un artiste qui ne sait pas se régénérer ou essayer des choses, il faut essayer, toujours essayer. Bon, on se casse la gueule parfois, évidemment. J'ai essayé certains styles musicaux qui ne m'allaient pas du tout. C'est pas grave. On met de côté, on oublie. Mais il y a parfois des réussites, la preuve en est. Et je trouve que c'est important d'ouvrir des voies. J'ai ouvert la voie avec le gospel il y a 25 ans. Personne n'en faisait. C'était pas du tout une musique à la mode. Il y avait des radios qui me disaient oh oui, mais on ne fait pas de promotion sur le bon Dieu. C'était amusant. Maintenant, ils en passent sans arrêt du gospel. Ça m'amuse. J'ai fait des églises. C'est devenu une mode. Moi, je suis très fier de ça. J'ai reçu un trophée de la Fédération française du gospel il y a quelques années pour tout ce que j'ai fait pour la promotion du gospel. Ben, je suis très fier. Ça me plaît beaucoup. Et c'est aussi important que d'avoir des victoires de la musique, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Moi, j'étais très contente. Les projets, vous n'en manquez pas, puisque vous êtes sur scène en ce moment un peu partout en France. Je suis en tournée dans les églises, les cathédrales, comme chaque rentrée, et je continue à faire de la promotion sur mon intégrale. L'intégrale. Ouais, il y a c'est 309 chansons. 309. 109. Ben, ouais, quand j'ai reçu, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait comme heure de studio? C'est autant de chansons qu'il y a de stations de Il y en métro a à Paris. 309. C'est Il y a dingue. des inédits en italien et en anglais. Et il y a surtout une chose que j'ai fait au bicentenaire, la Marseillaise, la Carmagnole, le Hassaïra et Il pleut bergère. Alors, vous nous avez raconté plein d'expériences. La vie, c'est une somme d'expériences. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Il ne faut jamais perdre le désir. Parce que je l'ai lu un jour dans un bouquin d'un maître antique, je crois que c'est Ovide, qui disait sur l'amour que l'amour, c'était la poursuite et le désir de tout. Si on perd le désir et l'envie de faire les choses, on n'avance pas. Alors, faut pas se laisser pourrir par ces expériences, etc. Moi, j'ai toujours des idées folles, parfois, et mon camarade, non, ça c'est pas possible, ça va coûter cher, tu laisses tomber. J'ai des idées un peu folles, mais il faut en avoir. Il faut avoir des idées. Et ça va, j'en ai pas mal. On parle souvent de la vie d'artiste. En fait, moi, j'ai, pendant l'espace d'un week-end, eu cette chance de rentrer un petit peu dans votre vie, les rencontres que vous avez faites. Bon, Ray Charles, ça parle à tout le monde. On avait hier envie d'être avec vous dans les rues de New York, à se balader au bras de Ray Charles. Je crois que c'est une richesse extraordinaire. Vous avez une mémoire intacte. Moi, je suis bluffé, en admiration, parce que vous vous souvenez de tout, des moindres détails dans l'histoire de votre vie. Et ça, c'est très précieux. Ça, c'est parce que je sais vivre l'instant présent. Eh ben, continuez comme ça. Appliquez-vous à cette science-là, ce savoir-faire, et vous verrez que vous aurez beaucoup de mémoire. Quand on goûte vraiment à l'instant présent. Moi, je suis ravi d'avoir passé ces jours avec vous. Et je m'en souviendrai. Alors moi, c'est un honneur, et c'est vrai que quand je me suis retrouvé là, et on ne sait pas qui on va voir. J'ai vu Nicoletta, il y a le petit garçon en moi qui a frémi en vous voyant, c'est vrai. C'est impressionnant de partager un moment avec quelqu'un qui a eu autant de vie et qui a marqué autant
les esprits et les cœurs. Parce que je trouve que vous êtes avant tout quelqu'un qui marque le cœur aussi. Magnifique, magnifique. Merci. Ouais. Alors, si on reprend le récit de la vie d'Alexandre, vous grandissez avec une maman polonaise, un papa tunisien, donc du coup, deux cultures. D'ailleurs, c'est même la place de l'enfant n'est pas la même. Et ce gamin va être un peu moqué à l'école parce qu'en surpoids, donc on affûte les Pas vannes. trop, enfin, certains se moquaient de moi, mais je faisais partie du groupe. J'étais pas un petit mec, je me mets pas à la place de ceux qui sont vraiment mis de côté. Non, attention, moi je faisais partie du groupe. Mais donc, on affûte la vanne, et on saura que ça va servir plus tard, sauf que vous, à ce moment-là, même si le cinéma vous fait rêver, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Donc, on va voir qu'il y a plein de petits boulots, du droit, puis à un moment donné, vous pétez les plombs, vous dites, mais le droit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là? Une copine vous inscrit à une scène ouverte en Suisse, comme ça, et puis vous venez en France, pleine scène ouverte, des humiliations, des fois il y a personne, des bides. Et puis vous nous avez raconté comment, à un moment donné, vous arrivez et vous avez bu juste avant de monter sur scène, et là vous racontez juste ce qui vous est arrivé la veille. Et vous allez trouver presque votre signature. C'est-à-dire qu'au fond, c'est là que vous avez... Comme quoi, buvez et fumez. C'est super. Non, c'est la désinhibition. Oui, désinhibition, oui. Le manque du jugement, en fait, qui fait qu'à un moment donné, on ose. Alors, jouer un spectacle, donc affiner un spectacle, jouer sur scène, etc., et continuer de l'améliorer, c'est une chose. Arriver à la radio sur France Inter, en direct, il y a plus d'1,5 million de personnes qui écoutent, et là, il faut faire 2 papiers différents par semaine. C'est un exercice, quand vous arrivez chez Nagui sur France Inter, dans la bande originale, c'est quelque chose qui remet en question, qui stresse. C'est hyper motivant, mais c'est vrai que au début de l'année, il y a un truc de haha, c'est cool. Et quand on arrive vers l'été, il y a un truc un peu de qu'est-ce que je peux dire? Quel personnage? Quel accent? Allez, on regarde un petit extrait Allez, sur France Inter avec Carlos, ce personnage qu'on aime beaucoup. Et vous savez, Sophie, François, vous tombez bien aujourd'hui pourquoi j'avais envie de parler de rupture, tu vois. La rupture. Comment se dit ça, la rupture? La rupture. C'est ce que j'ai dit, la rupture. La rupture, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué, les ruptures. En plus, maintenant, tu peux faire ça en ligne. Bref. Alors, les secrets pour jamais rompre, c'est de ne jamais s'engager. Par exemple, moi, je m'engage jamais, tu vois. Mais moi, c'est pas la même chose. Pourquoi? Moi, j'aime toutes les femmes. C'est ça le problème. Donc, si je m'engage avec une, c'est pas beau pour les autres. Tu vois comment elles vont faire sans moi? Des millions de mamans à l'abandon. Il y aurait des grèves, des manifestations jusqu'au cul d'État. Tu vois, mais non, je peux pas être responsable de l'effondrement économique et social de la France. Tu vois, ça, vous savez. Oui. Non, je suis boué, comment c'est? Voué. Je suis boué à donner mon corps, mon âme et ma vie aux plus démunis, quoi. Tu vois, c'est pas Coluche, c'est Carlos. C'est les restos du cul. Bon, allez, vas-y. Vous lâchez dans ces personnages. C'est presque un dédoublement de personnalité, ce personnage. C'est ça. Non, mais là, c'est la chance de faire des personnages, c'est qu'il y a des trucs que je pourrais pas dire, où ça sonnerait pas aussi drôle que si c'était moi, quoi. Les jeux de mots, resto du cul, je suis obligé de prendre un accent pour faire c'est pas les restos du cœur, c'est les restos du cul. Oui, toutes les blagues que j'assume pas dans la vie, en fait, je les fous à travers des personnages. Et donc, ce qui est, je disais, quand on s'est rencontrés hier en arrivant, je disais qu'il y avait presque un décalage entre la personne qui est là avec nous, quelqu'un à l'écoute, charmant, et le gars qui déboule sur scène. Qui est dégueulasse, odieux et raciste. Voilà, vous le décririez comment? Non, mais c'est vrai que oui, il y a une différence entre la personne sur scène et la personne en dehors. Et heureusement, parce que si j'étais aussi intense sur scène que en dehors, je pense que vous m'auriez pas supporté ce week-end. Mais quand vous déboulez sur scène, qu'est-ce que les gens voient en fait? C'est-à-dire que j'ai pas d'introduction, je rentre vif dans le sujet, j'ai peut-être je dis directement pourquoi je fais du théâtre, pourquoi je fais du spectacle, pourquoi je monte sur scène. C'est-à-dire que directement, je dis que je fais pas ça pour l'amour des planches, mais je le fais clairement voilà. Il n'arrive pas à le dire ici. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Non, mais parce que la scène, parce que là, on est en train de prendre un petit déjeuner. Ouais, mais peut-être un peu tôt pour dire que voilà, je le fais pour baiser un tas de meufs. Mais bizarre de dire ça devant Nicolas. Mais c'est mais c'est que j'ai une honnêteté, une franchise, parce que moi, je dis, mais c'est marrant d'arriver sur scène en disant un truc qui est inavouable, parce que les gens ils vont dire non, mais moi, la gloire, moi, les femmes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mon œil. Il faut le voir en vrai. Très, très, très doué, très courageux. Et puis beaucoup d'autodérision. C'est ça parce qu'en fait, il est trash, mais il est tout le temps ridicule. Oui, je suis tout le temps un dominant, dominé. J'ai des airs un peu d'Aldo Machon et machin, mais en fait, je suis toujours à la merci et je me fais prendre par la vie dans tous les sens. Ça a été long, ces 10 ans? Maintenant que je regarde, je me dis, c'est fou. Non, la première fois que je suis monté sur scène, c'était en 2013. 11. J'ai l'impression que c'est passé comme ça.
Mais Parce que vous étiez habité par l'espoir, en fait. oui, mais voilà, après c'est les moments de bonheur, ça passe vite, les moments où tu galères, tu les sens les heures. Ce qui est émouvant, c'est quoi? Ce qui est émouvant, c'est de voir que quand on y croit, faut rien lâcher, faut s'écouter. Quand on prend des risques, on peut être récompensé. Ce qui est émouvant, c'est de voir que quand on se donne un point, et que le point que je me donne en plus, moi j'ai toujours réfléchi comme ça, c'est que le point que je me donne, il est toujours plus loin. Alors, c'est quoi le prochain objectif inaccessible? Histoire qu'on fasse le point dans 10 ans. Oh, je sais pas, mais ça sera plus orienté du côté cinéma, je pense. Mais ça, je me le garde pour moi, parce que j'ai des petites superstitions et j'ai peur du mauvais œil. Ça, c'est mon petit côté tunisien. Vous serez à la Cigale à Paris le 24 et le 25 janvier, un peu partout en tournée en ce moment. Ah oui, là, en plus, on a remis des dates parce que la première est quasi complète. Donc là, on rouvre et je suis même moi surpris de voir le... C'est vrai? Ah ouais, je reviens toujours pas. C'est un rêve éveillé que je vis. C'est fou. Bon, nous, on a passé un rêve éveillé avec vous ce week-end. Je vais demander à vos camarades, qu'est-ce que vous retiendrez de ce garçon? Moi, j'ai trouvé Alexandre hyper touchant tout au long de ce week-end, parce que, je sais pas, il y a des petites fragilités par moments, notamment hier dans la grange, ça m'a sauté aux yeux, en fait, et il y a une forme de dichotomie entre ce qu'il est probablement sur scène, moi je t'ai pas encore vu en spectacle, et ce qu'on a pu partager à tes côtés, et c'est peut-être la force des artistes, c'est ça. C'est fascinant. Ouais. Je le trouve vraiment sympathique, tout à fait, et plein de vie, plein d'idées, parce que tu écris tes sketchs, bien évidemment, Oui. et ça, quotidiennement, France Inter, ça doit être pas évident, hein. Faut être rapide. Ouais. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'aller te voir en spectacle. Ah avec je me joie. recommande. Avec Vraiment, joie. ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Ah moi aussi. Je suis très touché. Ça, c'est fou. Voilà, je suis Bon, on ravie. ira, j'irai avec Nicoletta. Et Je Ah, serai là, même si je l'ai vu, je veux le revoir, le spectacle. On ira tous les Allez, trois. tous ensemble. Continue. C'est sûr. Ah, je serai là. Alors Mathieu Lartaud, avant de devenir le monsieur rugby de France Télévisions, on a raconté l'histoire de ce petit garçon qui grandit en région parisienne, dans une famille aimante, où le rugby est là depuis votre naissance. Votre papa joue au rugby, il a des responsabilités. C'est votre truc. À l'âge de 6 ans, vous aimez les valeurs, vous aimez le sport, vous aimez l'effort. Et puis, vous êtes sur le point, à 16 ans, de faire sport-études. Et là, on l'a dit, la vie vous envoie une épreuve. On vous parle de cancer, et à ce moment-là, c'est 2 ans et demi d'hôpital. Votre destin, c'était sur le terrain, et là, vous dites, non, ça va être journaliste sportif. Et là, une fois que vous savez ce que vous voulez, c'est comme si votre attention, elle s'était complètement réduite. Et sur votre chemin, vous voyez tout. Il y a l'école de journaliste, le stage, vos premiers commentaires, et les commentaires de l'équipe de France. Et donc, c'est, j'ai envie de dire, on voit pas ce qu'il y a de plus incroyable pour vous. Mais alors, ce qu'il va y avoir de plus incroyable, c'est cette émission que vous regardez depuis que vous êtes gosse. Ouais. C'est Stade 2. Ouais. Et là, on va vous proposer de la présenter, en fait. Ouais, dans un premier temps, en fait, je vais être chroniqueur autour de la table, et je vais y venir parler de rugby. Et arrive cette proposition de présenter Stade 2, qui est une émission mythique, qui va bientôt fêter ses 50 ans, qui est la plus vieille émission du PAF aujourd'hui. Et donc, moi, je regardais cette émission quand j'étais Moi petit. aussi. Et Robert Chapat, tous les grands noms du journalisme sportif à la télévision française qui sont passés là. Bon, quand on vous confie cette responsabilité-là, vous êtes évidemment très honoré. Moi, je parlais de privilège hier. J'ai toujours, chaque jour, j'ai conscience que c'est un privilège. Donc là, on Tout parle ce de que je chance, là, on parle de privilège. Oui, vraiment. C'est important, on comprend l'état d'esprit, en fait. Parce que, peut-être que c'est aussi lié à mon parcours personnel. Je sais d'où je viens, ce que j'ai traversé. Et donc, chaque jour, moi, quand je vais le dimanche présenter Stade 2 et que j'arrive sur le plateau, j'ai toujours cette petite musique qui me dit « Tu te rends compte de la chance que tu as ?» En février 2023, vous apprêtiez à vivre de grandes émotions, tournoi Destination. C'était à Rome. Et là, vous nous racontez en fait à quel moment vous comprenez qu'il va falloir affronter d'autres épreuves. Mais en fait, j'ai vécu donc depuis mon premier cancer pendant 25 ans avec une jambe raide, une jambe morte. Je qualifie cette jambe comme ça très souvent, avec des souffrances quotidiennes.
Mais le cerveau est ainsi fait qu'on arrive à s'habituer à avoir une tolérance à la souffrance, qui était mon cas, assez importante. Et arrive le tournoi des destinations 2023. Et là, pour la première fois de ma vie, je peux plus marcher. En fait, j'arrive à Rome et je peux plus avancer. J'ai extrêmement mal à la jambe. Dans mon esprit, à ce moment-là, je me dis, j'ai ma prothèse depuis plus de 20 ans. La durée de vie d'une prothèse comme ça, c'est 20-25 ans. Donc je me dis, j'arrive en bout de cycle, il faut la changer. Je ne pense absolument pas à une récidive du cancer. Et pourtant, je vois apparaître une masse à nouveau en haut de la cuisse, pas tout à fait au même endroit que le premier, mais comme si mon esprit refusait l'idée que le cancer soit de retour. Et c'est pourtant le cas. Donc je finis le tournoi et je me rends à la clinique des Maussins pour passer un scanner. Et je suis sur la table au moment où je passe dans la machine pour passer le scanner. Et puis je vois le radiologue qui a une tête un peu bizarre. Il me dit, c'est pas bon. Je sors, mais vraiment ça dure 2 minutes. Je sors de cette pièce. Je m'apprête à remonter dans ma voiture et Alexis, mon ami médecin, m'appelle immédiatement. Donc dans l'intervalle entre le moment où j'ai vu le chirurgien et le moment où je rentre dans ma voiture, il s'était déjà appelé. Donc là, je comprends qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et il me dit, bon, écoute, les résultats sont pas bons. Demain matin, je t'ai pris rendez-vous, 8h, clinique Arago. Tu vas rencontrer Valérie Dumaine, qui est une chirurgienne spécialiste du sarcome, spécialiste de l'amputation. L'état d'esprit, là, c'est quoi? Ça gamberge un peu le soir parce que je me dis que si c'est effectivement la tumeur qui est revenue, elle est très grosse parce qu'elle est visible. La première boule, elle était au creux de la rotule, je la sentais, mais là vraiment, j'avais comme un alien, quoi. Je voyais quelque chose qui paraissait immense. Et je rentre dans son bureau. Elle me dit, la piste que je privilégie, c'est malheureusement la récidive de la tumeur. Et je dis, mais la récidive de la tumeur, 26 ans après. Et elle me dit, il y a 1 à 5% de risque que ça se passe. Et a priori, vous êtes là-dedans, donc C'est rien, une fois de plus, c'est rien, encore une fois. Moi, je dis, tu vois, que j'ai plus de chances à gagner à l'euro-million aujourd'hui que d'avoir les 2 cancers à 26 ans d'intervalle, d'un cancer déjà extrêmement rare à l'origine. Et moi, ce que je raconte dans le livre, c'est que je me suis préparé depuis 25 ans, mine de rien, à l'éventualité de l'amputation. Parce que je savais que ma jambe était extrêmement abîmée. J'avais 4 cm de différence de longueur déjà entre les 2 jambes. J'ai dit, mais il va falloir faire quoi? Amputer la jambe? Elle me dit oui. Je dis, allons-y. Je suis prêt. Parce que j'avais... On parle souvent d'acceptation. Moi, j'avais déjà fait ce chemin-là. J'étais prêt. J'étais prêt à l'amputation. Parce qu'en fait, moi, avec cette jambe-raide, je faisais rien. J'avais pas d'activité physique. Donc j'ai vécu pendant 25 ans avec beaucoup de privations. Et de privations de plaisirs simples. Les balades en vélo. Quand on est parent, on a envie de pouvoir apprendre à ses enfants à faire du vélo. J'ai jamais pu le faire. C'est mon père qui s'en est chargé, mes tantes. Ça a été une souffrance pour moi, très longtemps. Et au moment de cette récidive, je me suis dit, on y va et on fonce, quoi. Parce qu'en plus, derrière, j'avais l'objectif de revenir pour la Coupe du Monde en France. Donc l'objectif, c'était, je commente la Coupe du Monde qui est dans 2 mois et demi. Ouais. Je me fais amputer le 16 juin. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, c'est le 8 septembre au Stade de France. France-Nouvelle-Zélande. En plus, c'est pas le petit match de rugby. Ouais. Et à partir du moment où je vais être opéré, chaque journée va être programmée pour que je puisse revenir au Stade de France. Programmé en termes d'exercice, hein? Oui, parce que bon voilà, quand on subit une amputation, derrière il y a un travail de reconstruction. Et moi, quand j'ai tout de suite exprimé mon souhait à l'équipe médicale du centre de rééducation de l'ADAPT, qui est un endroit extraordinaire où j'ai fait les plus belles rencontres de ma vie, je leur ai tout de suite dit, moi je veux commenter la Coupe du Monde. Et les médecins, les kinés, les ergothérapeutes m'ont dit, mais faut n'y penser même pas. C'est-à-dire que le délai là est beaucoup trop court. Et en fait, c'est exactement ce qu'il fallait me dire. Parce que moi, chez moi, ça déclenche un truc où je veux prouver que... Dès qu'on se dit que c'est impossible. Ouais, qu'on va le faire. Et attention, hein,
je suis pas un super-héros, j'ai vu des gens dans ce centre de rééducation, et j'en parle beaucoup, d'un personnage qui m'a marqué, qui est Adama, qui était amputé, lui, à la suite d'un accident de travail, qui était dans le centre de rééducation depuis déjà 6 semaines, donc il avait de l'avance sur moi, et je le regardais, et je me disais, dès que je peux mettre la prothèse, je me mets dans sa roue, je m'astreins aux mêmes efforts physiques au quotidien, et il m'a comme ça tiré vers le haut, et sans lui et d'autres, peut-être que je n'aurais pas pu revenir à temps. On n'ampute pas le cœur. Pourquoi le choix de ce titre? Parce que je crois qu'il résume parfaitement cette idée qui me tient moi à cœur, c'est que seul dans la vie, de manière générale, on ne fait pas grand-chose. Et vous pouvez me prendre ma jambe, enfin le cancer en l'occurrence peut me prendre une jambe ou autre, tant qu'on touche pas à l'amour, au cœur des autres, parce que dans cette épreuve-là, je dois rendre hommage encore une fois à mes parents, à mon épouse qui a été exceptionnelle, à mes enfants, au personnel soignant. Je dois tellement de choses à des gens qui m'entourent, et grâce à eux, je suis toujours debout, et donc voilà pourquoi ce titre, on n'ampute pas le cœur. Tant qu'on a l'amour autour de soi, on peut faire des grandes choses. Et les grandes choses, c'est aussi transmettre et finalement aider, j'ai envie de dire, ses frères d'armes, de bout en bout. Oui. C'est le nom de votre association. Oui. Pour aider finalement tout le monde à être appareillé, parce que ça coûte très cher en fait. Oui, puis moi j'ai découvert l'injustice, la double peine. Pour que vous compreniez, je prends toujours un exemple qui est très simple, c'est que un adolescent de 15 ans qui va être fauché par un chauffard en scooter, qui se retrouve amputé, il va bénéficier de l'assurance toute sa vie pour pouvoir se payer les meilleures prothèses. Il faut savoir que les prothèses, elles coûtent très cher. La meilleure prothèse la plus sophistiquée coûte 100 000 €, et il faut la changer tous les 6 ans. Le même adolescent de 15 ans qui a un sarcome, comme j'ai eu moi, et qui est amputé, là, il n'y a pas d'assurance. Donc, il est malade, il perd une jambe, et lui, il n'aura pas cette chance d'avoir un tiers pour payer toute sa vie une prothèse qui coûte extrêmement cher. Donc, il va avoir la prothèse qui est remboursée par la sécurité sociale, c'est celle que j'ai moi aujourd'hui, qui a un bon genou, mais qui offre pas tout ce que la prothèse la plus sophistiquée vous permet d'avoir. Donc en fait, l'idée c'est que avoir une prothèse aujourd'hui qui se rapproche le plus possible d'une jambe normale, ça doit pas être un luxe en France. Donc tout ça, moi, me scandalise, et j'espère qu'on va pouvoir peut-être faire changer la législation en France pour donner une accessibilité plus grande, des outils pour voilà, avoir une vie à peu près normale, quoi. Merci Mathieu, merci beaucoup. Et moi, je vais vous demander tous les deux de me dire ce que vous avez retenu, ce qui vous a touché chez Mathieu. Qu'est-ce que vous allez retenir? Ce qui m'a touché surtout, c'est cette force de caractère que vous avez et cette endurance à la souffrance. Peut-être que vous l'avez surmontée, vous continuez à le surmonter, que ça vous rend très fort. Et puis l'amour des vôtres, l'amour de vos enfants, de votre femme, c'est important. Je crois que tout seul, on n'arrive pas à grand-chose, c'est difficile. Mais si on a quelqu'un qui nous aime, c'est une chance déjà. Ça, c'est sûr. Bravo. Merci. Moi, ce que je trouve impressionnant chez Mathieu, c'est peut-être que voilà, le rugby, c'était fini, mais au final, il y a cet esprit qui reste de capitaine d'équipe ou de j'encaisse sur moi, mais on va s'en sortir ensemble, surtout quand il fait les rencontres dans le centre avec les autres amputés. Moi, je vois ça comme une équipe qui se forme pour créer, une sorte de compétition pour gagner un titre. Et donc, je trouve que c'est marrant comme il est peut-être pas rugbyman sur le terrain, mais en vrai, c'est un peu comme ça dans la vie, quoi. Ce mental de combattant et de mec qui a besoin des autres, peut-être, à certains moments, comme tu parlais de ta femme, etc., mais qui est aussi au service des autres. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau dans son récit. Vous reconnaissez ? Ouais, ça me touche beaucoup. Mais je reviens sur un truc que tu as dit hier dans la grange. Et tu disais, je sais pas comment je réagirais si j'étais confronté à ça. Mais en fait, si on parle de leçon de vie, c'est que personne ne peut savoir comment on réagit. Mais par expérience, pour l'avoir affronté 2 fois, cette saloperie, il y a des choses
parfois on ne soupçonne pas qu'on est aussi fort. Oui. Il y a une sorte d'instinct d'instinct de survie, et on a tous ça en nous, tous. Oui. Tous. Et en plus, après, quand tu le disais, quand on a la chance d'avoir un petit écosystème d'amour autour de soi, bah ça aide grandement, quoi. Donc c'est un peu ça la leçon, mais ça me touche beaucoup. En tout cas, merci à tous les trois. Merci. Sincèrement de vous être livrés comme ça, d'avoir raconté des choses très inspirantes qui vont nous nourrir dans la vraie vie. Et voilà, je veux savoir si vous avez passé un bon week-end. Génial. Ah ben non. Et vous faites du communique maintenant. C'était super. ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ce séjour épatant et on a été très bien reçus. Très très bien reçus. Merci beaucoup. C'était épatant. Ouais, c'était des moments très très riches avec des deux personnages que j'ai appris à découvrir. Bon, Nicoletta, je connaissais évidemment beaucoup de choses de sa vie, mais si on m'avait dit qu'un jour je partagerais un dimanche à la campagne, on a chanté ensemble. Et alors ça, je peux vous dire que je vais le garder précieusement. Ça va être sur son CV, choriste de Nicoletta. Ah mais grave. Vous avez fait les chœurs extra. Mais grave, non. Et puis Alexandre que je vois, que j'entends à la radio, que j'ai hâte d'aller voir désormais sur scène. C'était hyper sympa de vivre ces moments avec vous. J'ai une victoire au Pictionary et au baby-foot. C'est vrai. Un week-end avec toi, Fred. Voilà. C'est vrai, tu vois, c'était bien. Donc Pourquoi tu t'es pas arrêté avant Tiens, merci. On n'était pas loin du Grand Chelem. C'était un super moment et merci pour l'accueil. Ouais, merci à vous. On est bien reçus. Merci sincèrement pour la confiance. Et vous aussi, vous avez passé un beau week-end, Alexandre? C'est intéressant parce que ça faisait longtemps que je pense que ce qui est super dans ce week-end, c'est que on s'écoute parler énormément et on se livre énormément. Et c'est rare, même entre copains, d'avoir un ami qui parle pendant 20 minutes. Ouais. Et là, vraiment, on a eu nos moments à nous, ce qui fait qu'on peut chacun s'écouter, chacun se découvrir et découvrir une facette de l'autre qu'on ne connaissait pas. Donc vraiment, merci pour ce week-end. J'ai été ravi de le passer avec vous. Et ça, c'est le grand talent du confesseur. Et ça, c'est le grand talent, ouais. Merci à vous. Et puis surtout, vous n'oublierez pas... Elle est belle, la photo. Ah ouais, belle. Ah, magnifique. Magnifique. Vous allez signer un petit mot? Bien sûr. Oui, bien sûr, on va mettre un petit mot. Un petit mot, une petite phrase. La personne la plus inspirée. Allez. Écoute, Je commence? Allez. Oui, vas-y. Allez. Faut que je lise ce que j'ai écrit. Ouais. Alors moi j'ai mis « On n'ampute pas le cœur ni les souvenirs. Merci pour ce dimanche à la campagne en très bonne compagnie. » Merci. Merci. Alors, que vais-je mettre? Vous pouvez dessiner un truc? Oui. J'aimerais bien savoir faire ça. Moi aussi, je rêverais d'avoir ce talent de pouvoir... Mais oui. Ça vous tombe comme ça paraît... Je vous laisse le lire. Quel bonheur que d'être avec vous tous. Je vous remercie beaucoup de ce délicieux moment, Nicoletta. Merci beaucoup. Magnifique. Alors, Allez. À nous. non mais on attend que tu mettes quelque chose d'acerbe un peu. Et de belles tables, de beaux rires, d'intenses confidences, un week-end entre copains. Merci. Merci. Elle est très sympa, la photo. Elle est super. Ouais. Merci pour votre générosité, pour votre humour et puis pour votre qualité d'écoute. C'est ma vie rêvée. Oh, c'est beau. Merci. Magnifique. Merci à vous. Merci. Merci à vous. On va chercher les valises? Ouais. Allez. Allez. Il est l'heure. Bon, merci beaucoup. Bah, merci, c'est nous. On a quand même la petite éclaircie pour le départ. Hein. Juste la petite éclaircie. oui. Très Moi, j'ai appréciable. une dernière petite surprise avant de partir, parce que le temps que vous fassiez vos bagages, j'ai eu le temps de faire la photo. Ouais, Ouais. C'est pour vous. ça Vous pouvez mettre sur votre télé. Extra. c'est superbe. Extra. Merci. Merci Fred. Hop là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça c'est la classe. C'est très joli. Bravo. Merci. On a le droit Merci d'être beaucoup. réinvité parfois ici. Quand vous voulez. Ça va aussi maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci.
Merci pour tout. Merci à vous. Nicoletta, C'est merci. génial. Vous partez ensemble? Ah, on part ensemble. Oui, mais j'ai envie de lui faire la bise. Merci. Merci à vous. Allez, on y va. Merci, on y va. C'est profond, c'était léger. Magnifique. C'était génial. Alors, on part par où? On te suit? Allez, suivez-moi. Merci. Merci beaucoup, hein. Kisses on the foreheads of the